Google te dit: «Les domaines expirés repartent à zéro, ça sert à rien» et en fait, ils mentent pas vraiment. 100 des grands bureaux d'enregistrement vendent ces noms de domaine. Ils vendent les noms de domaine qui ne leur appartiennent pas et ils gagnent des sommes indécentes de cette manière. Quand on parle domaine expiré, qu'on pense en chair, il y a tout cet horizon-là de, soit tu peux l'acheter chez le bureau, soit tu peux le faire, catcher, et je pense que c'est trop sous-estimé. Quand vous allez mettre 10 000 € sur un nom de domaine, sachez que vous avez 10 de chances de perdre ce nom de domaine. Bonjour, dans cette interview de SEO augmenté, comme vous l'avez peut-être vu déjà sur la chaîne, je fais des interviews avec des experts du domaine SEO et web en général. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir David Shelly qui est avec moi aujourd'hui pour parler de domaine expiré. Vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux, sur Twitter notamment, parce qu'il fait quand même pas mal de bruit à ce sujet-là. Un vrai expert, et on a la chance d'avoir son cerveau aujourd'hui pour répondre et nous apprendre justement comment faire pour bien trouver les domaines expirés, comment bien les choisir, comment bien les obtenir, comment bien les monétiser. Et écoute David, merci d'être là et je te laisse te présenter rapidement si tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça. Merci à toutes et à tous. C'est très sympa Maury pour, cette invitation et avec plaisir pour parler de ce sujet. Bon, j'aurais en 2 secondes, ça fait à peu près 20 ans, que je m'intéresse au nom de domaine, depuis 2006, donc vraiment 20 ans et les domaines expirés, c'est vraiment la manière la plus efficace d'obtenir des domaines à un prix intéressant. Donc nous, dans les domaines EMD, Brandable, l'achat-vente de noms de domaine, on a un petit peu d'avance par rapport au SEO parce que ce marché existait déjà depuis très longtemps. Donc c'est un sujet que je suis content de partager et sur lequel, voilà, mon expérience est assez longue en vérité. Bah, écoute, ça tombe bien, je sais pas combien de temps on va mettre cette interview aujourd'hui, mais je sens qu'on a plein de choses à vous partager, donc restez bien avec nous. Et si c'est pas encore le cas, et je sais qu'il y a certains d'entre vous qui regardent la chaîne qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Et puis surtout, vous pourrez au fur et à mesure nous poser vos questions en commentaire. Et puis, on se fera un plaisir, David et moi, d'y répondre pour aller un petit peu plus loin. Ce que je te propose, David, c'est qu'on commence par le début. L'idée, c'est d'avoir cette progression sur l'interview. C'est, si tu sais pas exactement ce que c'est qu'un domaine expiré, il s'avère que quand on sortira cette interview la semaine d'avant, donc je sors une vidéo par semaine et la semaine d'avant, j'aurais fait une vidéo sur les domaines expirés, mais c'est une prolongation énorme, qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Hem, il y a plusieurs, enfin, on entend parler de plusieurs, aspects, domaine expiré, domaine en pending delete, domaine en vente aux enchères. Est-ce que tu peux nous expliquer avec tes mots, comment tu définirais un domaine expiré et quelles sont les familles, de domaines dans lesquels desquels on va pouvoir, parler aujourd'hui? C'est la meilleure question pour démarrer parce qu'en fait, tout le monde utilise le terme de domaine expiré et on ne parle pas forcément de la même chose. Donc en gros, quand on est titulaire d'un nom de domaine, on n'en est jamais propriétaire. On doit le renouveler tous les ans. Alors on peut le renouveler pour 5 ans, mais en tout cas, on n'est jamais titulaire à vie d'un nom de domaine et lorsque le nom de domaine n'est pas renouvelé, l'organisme qui se charge du renouvellement s'appelle le bureau d'enregistrement. On utilise le terme de registrar aussi. C'est des gens comme OVH, Gandhi, qui sont assez connus. En principe, on n'achète pas un nom de domaine directement auprès de celui qui l'émet, qui s'appelle le registre. Il y a des gens qui confondent registre et registrar. Le registre, c'est l'organisme qui gère, toute l'extension, le .fr, le .com, le .net et chaque extension est gérée par un registre. Mais c'est pas les registres qui vendent les noms de domaine, en principe. Ce sont des bureaux d'enregistrement et c'est chez eux que je vais enregistrer mon nom de domaine. À partir du moment où je ne paye plus pour le renouvellement, le nom de domaine ne va pas être effacé immédiatement. Il y a différentes choses qui se passent et c'est là où il y a une confusion sur les termes. Donc un nom de domaine expiré, c'est un nom de domaine qui n'a pas été renouvelé par son titulaire, mais il peut se passer plein de choses et je pense que 99 des SEO, ils parlent de domaine expiré lorsque c'est un domaine qui a eu une vie précédente, qui était le nom de domaine d'un sculpteur, d'une boulangerie, d'une entreprise et cetera, et qui est de nouveau disponible et il enregistre et dit: «Tiens, ça y est, j'ai un nom de domaine expiré. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas?» Avant de pouvoir l'enregistrer de manière, libre, une nouvelle fois, il se passe plein de choses et je t'embêterai peut-être pour qu'on creuse comment être au plus près du moment où le domaine, n'a pas été renouvelé par le client pour l'obtenir.
parce que, c'est pas du tout le même type de nom de domaine. Si j'attends devoir, trouver disponible à l'enregistrement chez OVH, par exemple, on appelle ça des domaines expirés. Effectivement, ils ont expiré, en général 80 jours déjà avant. Et ces domaines-là, ils ont aucune valeur en vérité. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont très contents parce que ça coûte que 7 € ou 8 €, ça dépend où tu les enregistres, de dire: «Oui, j'ai un super nom de domaine, regardez», ils vont vous montrer des courbes incroyables sur les réseaux sociaux. Mais en fait, ils viennent à un moment où c'est déjà beaucoup trop tard et ils peuvent raconter ce qu'ils veulent, mais en fait, c'est juste mécanique et peut-être qu'on pourra en parler si, voilà, si c'est quelque chose qui est intéressant. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est d'avoir les noms de domaine dès que le client n'a pas renouvelé, parce qu'on a énormément de choix, parce qu'on a, beaucoup moins de concurrence et plutôt que d'attendre, qu'il soit libre. Effectivement, tu as parlé des enchères. En fait, il y a toutes sortes de cas, mais peut-être que pour pas embrouiller, au fur et à mesure des questions, on essaiera d'expliquer telle ou telle étape ou alors tu as peut-être déjà une question pour qu'on avance là-dessus? Heu, s on va creuser en détail ça, juste après parce que, bah, ça sera plutôt comment on les trouve et je pense que ça dépendra en fait du coup de ce stade de maturité et qu'on va avoir des moments Mmh. pour les trouver différents et des endroits différents. Du coup, avant de passer justement à cette partie de où est-ce qu'on les trouve, hem, pour toi là, cette année, la difficulté, la plus grosse difficulté, c'est est-ce que c'est trouver, des bons domaines ou est-ce que c'est les obtenir face à la concurrence? Parce qu'effectivement, juste pour donner plus de contexte, on parle partout de domaines expirés. Ces domaines expirés, ça nous permet, d'éviter la sandbox de Google, enfin plein de ces mots-clés-là, de gagner du temps et d'avoir des meilleurs résultats et potentiellement avoir un profil de lien moins cher. Mais ça aussi, du coup, ça intéresse d'autres gens et c'est quoi pour toi le plus compliqué? Trouver les bons ou se battre contre les concurrents? Et une question où je pense que, la réponse va surprendre, en fait, c'est trouver les bons parce que, la concurrence, c'est un faux problème pour moi. La plupart des gens, en fait, n'ont pas conscience de ce qu'on peut trouver dans les noms de domaine expirés et viennent avec ce qui les intéresse et ce qu'ils recherchent. Par exemple, beaucoup d'acteurs se disent: «J'ai besoin d'avoir, 300 référing domaine. J'ai besoin d'avoir un TF de temps. J'ai besoin» en fait, ça fonctionne pas du tout comme ça, les noms de domaine expirés. Le stock est très limité et plutôt que d'avoir ses propres, comment dire? Conditions, et de trouver ces domaines-là, c'est plutôt de regarder ce qui est disponible et en fonction de ce qui est disponible, voir ce que je peux en faire avec. Si je veux acheter un article sponsor, c'est très facile, c'est moi qui décide. Je veux un article sur l'enfouissement, des déchets nucléaires et cetera. Ça, on va trouver. Mais un nom de domaine expiré, ça fonctionne pas du tout comme ça. Il y a un stock très limité quotidien. Il faut essayer simplement de se dire: «Est-ce que j'ai un intérêt à obtenir ce nom de domaine-là?» Je pourrais rien faire pour le changer. C'est, comment moi je dois m'adapter par rapport au stock existant et le la bonne pratique, c'est plutôt que de se battre sur, les noms de domaine qui, correspondent aux critères que tout le monde veut, c'est essayer de voir, en fonction de ces arbitrages, comment je peux utiliser à profit tel ou tel nom de domaine et c'est assez rigolo parce que, dans les enchères, le coût dépend beaucoup du nombre de RD. C'est un bon critère, les RD, c'est les liens donc heu, qui pointent vers ces noms de domaine-là et plus on monte dans les RD, plus le coût unitaire des RD est élevé. Ce qui est bizarre, c'est qu'un nom de domaine qui a 1000 RD, il vaudra proportionnellement beaucoup plus cher qu'un nom de domaine qui a 500 RD. Parce que la concurrence augmente et parce que tout le monde se base sur des noms de domaine-là, alors qu'à budget équivalent, j'ai tout intérêt à acheter, 4 domaines qui ont 500 RD davantage qu'un domaine fort. On a cette idée, en France de mon site, on a un site. Alors qu'en fait, non, on a un potentiel pour le SEO et ce potentiel pour le SEO, je ne vais pas l'utiliser avec un nom de domaine qui va me ruiner, mais plutôt utiliser mon argent au mieux avec, ce que les noms de domaine expirés peuvent m'apporter. Ça peut être, 2, 5, 10, 20, peu importe, comment dire? Ça dépend de nos besoins, de la manière dont on travaille. Mais, la concurrence, en fait, elle est assez faible en vérité. Elle est très forte, elle est très visible sur des domaines qui attirent, un certain nombre de personnes qui n'ont pas, à mon avis, assez de recul ou qui n'ont pas assez de temps, en tout cas qui sont trop focalisés sur leurs propres besoins et pas sur ce que le marché peut apporter. OK, bah, effectivement, si tu as ton propre marché, tu as plus de concurrence et c'est ce que tu es en train de nous dire, c'est choisis tes critères par rapport à là où les gens veulent pas et qui ça peut avoir de la valeur par rapport à ce que tu as prévu d'en faire, quoi et Exactement. Mmh.
c'est la transition parfaite sur OK, mais maintenant, on est excité de savoir comment on les trouve ces domaines. Comment enfin, voilà, c'est quoi pour toi les meilleures sources? C'est une question, voilà, très large volontairement. C'est quelles sont les meilleures plateformes? Quelles sont les meilleures méthodologies? On a vu qu'il y avait plusieurs, moments de vie. Tu as parlé, justement du moment où le client n'a pas renouvelé. Pour toi, comment tu trouves, ta liste de domaines expirés, du jour que tu vas pouvoir considérer? Alors, je vois que tu as bien creusé le sujet parce qu'en fait, la meilleure réponse, c'est d'arriver le plus près, du moment où le nom de domaine n'a pas été renouvelé et il faut savoir que, donc les grands bureaux d'enregistrement, ça fait déjà très longtemps qu'ils ont compris que lorsqu'un client renouvelle pas, c'est dommage parce que le nom de domaine est perdu, va être effacé et ils se rendent bien compte que dans les enchères, ça peut monter très haut. Donc 100 des grands bureaux d'enregistrement, c'est pas, 10, c'est 100 vendent ces noms de domaine. Ils vendent les noms de domaine qui ne leur appartiennent pas, qui sont à leurs clients et ils gagnent des sommes indécentes de cette manière. Donc le plus intéressant, c'est de se placer déjà là. Donc quand un domaine m'intéresse, eh bien, regardez quel est son registrar et qui, va le mettre en vente et à quel moment. Donc beaucoup de noms de domaine de haute qualité, eh bien, en fait, sont perdus par, des entreprises qui font la veille de leurs concurrents qui disparaissent parce que en fait, ils ont été revendus avant d'être relâchés et dans le domaine public. Nous, en France, on n'est pas conscient de ça parce que dans les 10 plus gros bureaux d'enregistrement au monde, même dans les 20 plus gros, il y a pas de français. OVH, qui est le plus important chez nous, il est juste derrière et OVH ne fait pas ce système. OVH ne vend pas les domaines. Donc la plupart des acteurs sont habitués à se positionner sur les enchères des domaines qui ont été effacés, mais je dirais que c'est une exception un peu française, parce que, le numéro un c'est GoDaddy de très loin, qui a à peu près la part mondiale qu'OVH a en France, donc un très, très gros acteur. GoDaddy ne laisse jamais expirer un domaine. Tous les domaines sont mis aux enchères. Namecheap qui va être à peu près, on va dire en nombre de domaines 4-5 fois la taille d'OVH au niveau mondial, c'est le numéro 2, c'est pareil. Moi, j'achète régulièrement des domaines chez Namecheap. Le patron de Namecheap est un multimilliardaire qui vit à Paris. Ils font le point .fr. Ils ont des domaines français. Alors, pas tant que ça, parce que les Français, ils iront chez OVH. Les Français, ils iront chez Gandhi. Ils iront chez des gens qui ne pratiquent pas vraiment ça. Mais on a quand même des opportunités très intéressantes sur les pré-releases, c'est-à-dire les noms de domaines qui sont commercialisés par les registrars eux-mêmes dans le cadre d'enchères et c'est là où c'est vraiment intéressant. Heu, c'est compliqué quand même, c'est-à-dire ce i dans cette vidéo, vous apprendrez aucun type parce qu'en fait, ça existe pas dans mon métier. Si je vous donne un type, vous verrez qu'il y a toujours une exception. Il faut travailler, il faut creuser, il faut passer des heures avant d'arriver à trouver. Parce que, par exemple, GoDaddy, ils mettent aux enchères à 1 $ le domaine qui a pas été renouvelé par son client. Mais est-ce qu'ils ont envie de gagner 1 $ d'après toi, Amaury? Je l'imagine que non. Voilà et en fait, on est dans un univers qu'il faut connaître et c'est que des bandits. Donc, GoDaddy, lui, à 1 $, en fait, c'est un signal pour que vous lui permettiez de détecter des domaines qui ont de la valeur. Donc, quand moi, je mets une enchère à 1 $ chez GoDaddy, ça donne des instructions à des bots qui vont ensuite tester les domaines et ces domaines-là, vont recevoir des enchères automatiques qui vont monter. La petite chance que vous avez, vous, les SEO, c'est que, le marché international se fiche des RD, du jus. Ils vont plutôt s'intéresser aux noms de domaine avec un potentiel de marque, aux noms de domaine avec, comment dire? Qui sont descriptifs, correspondent à des choses, au point .com, sans tiret, sans chiffre. Donc vous, les SEO, vous pouvez éventuellement passer ces filtres parce que le gros du marché, il est quand même sur les domaines, là, par exemple, là, il y a récemment des midnight.com qui s'est vendu à 7 chiffres, voilà, c'est des domaines qui vont intéresser ces gens-là. C'est pas, des domaines, je sais pas moi, SEO avec des RD, ça c'est trop petit pour le marché américain. Donc, hem, l'écosystème est un peu compliqué. Donc GoDaddy numéro un, Namecheap, j'espère qu'ils nous écoutent pas, c'est vraiment une entreprise très trouble, à plein d'égards. Donc vous n'avez aucune, certitude quand vous mettez votre enchère de savoir que tout va bien se passer. En fait, on est dans un écosystème qu'il faut connaître, hein. Si moi je mets en général, quand je mets mon enchère,
je mets ce qu'on appelle un prix proxy parce que je vais pas, si mon prix maximum c'est 500 $, je vais pas commencer à 10, 20, 30 et monter jusqu'à 500. Je mets 500, il vaut mieux mettre 510, toujours un palier au-dessus de son proxy, parce qu'on a tous un peu les mêmes limites, donc ça permet de passer devant, quelqu'un qui aurait la même limite que nous et ensuite les systèmes enchérissent automatiquement, à notre place. Il faut savoir que cette info que je donne, si je te la donne à toi ou si je la donne à moi, bah, on va l'utiliser de manière automatique, algorithmique, sans tricher. Mais, quand il y a des montants importants, en face, on a des entreprises qui n'ont pas les mêmes, bah, la même culture que nous, les mêmes valeurs et cetera et si je leur dis que mon prix maximum, il est à 19 990, bah, il y a toutes les chances qu'ils vont trouver un enchérisseur jusqu'à 19 890. Donc toutes ces petites choses, c'est nécessaire de les connaître pour éviter les écueils parce qu'on est dans un système avec beaucoup d'enjeux, beaucoup de monde. Alors pour les petits domaines à 50 €, 100 €, 500 €, il y aura pas de problème. Par contre, il faut faire attention quand même de là où on met les pieds. Les Français, WebExpert, Kingdom, Bloomup, c'est des gens sérieux, honnêtes qu'on peut rencontrer, on va pas se faire avoir. Par contre, à l'international, c'est un autre monde, hein. Les meilleurs, c'est les Chinois, Gename et bah, ils sont, très inventifs et cetera. Par contre, en termes de confiance, sur une échelle de 0 à 100, on n'est pas à 100, hein. Je ne sais pas combien je la mettrais, mais voilà, il faut être, très prudent. Et du coup, donc là, tu parlais de, donc pour retracer un petit peu cette échelle de temporalité, il y a donc en gros, on enregistre chez un, registre par le biais d'un registrar et c'est ce registrar qui, quand on arrête de payer notre loyer, hein, globalement, va, s'il a choisi cette stratégie business, le vendre aux enchères avant même de le libérer. Et du coup, pour ça là, ça veut dire que toutes les enfin, en francophonie, on a souvent, tendance à parler des plateformes d'enchères et tout ça. Mais en fait, ces plateformes d'enchères, elles vont arriver plus tard, en fait. Si, les enfin, s'ils sont su si des domaines sont sur ces registrars qui ont un marché primaire globalement, bah, en fait, il arrivera jamais sur aucune des plateformes d'enchères pour aller snapper, donc les récupérer et donc en fait, en francophonie, en s'arrêtant à ceux que tu citais tout à l'heure, hein, en fait, on se prive d'une partie des domaines qui vont chuter parce qu'on n'est pas là où ils sont vraiment récupérables et s'ils ont de la valeur, ils seront vraiment récupérés. C'est exactement ça et on parle de, 75 du marché peut-être? C'est-à-dire que les 10 premiers registrars mondiaux, ils font tous ce système de, comment dire? De pré-release, mais tous, hein, donc je vais pas te les citer les 10, mais ils le font et même bien au-delà. Donc oui, tu te prives, des meilleurs noms de domaine parce qu'ils n'iront jamais évidemment chez, les acteurs dont tu parles des plateformes et là, il y en a 3. C'est Gname, dont personne, je pense, ici ou presque n'a entendu parler parce que ce sont des Chinois qui sont venus alors ça faisait à peu près 10 ans qu'on avait un statu quo sur le marché avec 2 acteurs et Gname, bah, vient de dépasser les 2. Donc Gname, c'est le meilleur maintenant avec des opportunités incroyables parce qu'ils sont très malins, très forts. Dropcatch, qui est assez connu, je pense, ici, qui est, bah, le leader historique, qui est maintenant, à mon avis, battu par Gname. Alors c'est un peu compliqué, mais qui est pour moi battu par Gname et SnapNames, qui est l'acteur historique qui était là bien avant, qui a depuis, 25 ans, qui est dans le top 3. OK. Donc tu checkes sur, le registrar du domaine que tu vises et si tu peux l'avoir là, bah, tant mieux. Sinon, tu vas sur ces snappers, Gname, Dropcatch et SnapNames. Voilà, c'est pas au même moment, hein, parce que, lorsqu'un nom de domaine n'est pas renouvelé, alors ça dépend des extensions, on va faire le plus simple, le .com, le .net, le .org. Pour les extensions qu'on dit GTLD, on a une période qui est de 45 jours environ, qui s'appelle une période de grâce. C'est-à-dire que le client, même s'il n'a pas renouvelé, pendant 45 jours, il a toujours cette possibilité. Son site va plus fonctionner, il y aura en général une page parking, du registrar où il y aura rien. Mais pendant ces 45 jours, il a la possibilité technique de renouveler. Des fois, c'est un peu plus cher, c'est le registrar qui décide sa politique et le registrar va mettre en vente le nom de domaine, à la fin de cette période de grâce, donc à la fin des 45 jours. En général, 30 jours après le renouvellement, qui n'a pas été effectué, démarre l'enchère qui va durer par exemple 10 jours et qui termine à la fin de la période de grâce et s'il y a eu une enchère, bah, le registrar renouvelle le nom de domaine
et affecte ce nom de domaine au niveau titulaire et prend le montant de l'enchère pour lui. OK, très clair et du coup, s'il y a pas eu d'enchère, il expire et là, il pourra être snappé. Et après, c'est bien plus tard parce qu'à la fin de la période de grâce, il y a une autre période qui s'appelle rédemption, qui dure 30 jours où on peut rien faire. Donc on est quand même déjà un mois plus tard et c'est que à la fin d'une période suivante qui s'appelle pending delete, qui dure 5 jours, que le nom de domaine est disponible. Donc entre la fin de la période de grâce et le moment où c'est disponible, il y a à peu près, presque 40 jours. Donc pour Google, c'est moins bon parce que de toute façon les WHOIS vont être remis à zéro. Il y a eu quand même, une inactivité assez longue du nom de domaine. Donc au niveau des pré-releases pour vous les SEO, on est beaucoup mieux parce qu'on est, dans la continuité, du trafic qu'un nom de domaine enfin qu'un site a pu avoir et cetera et en plus, quand vous récupérez un nom de domaine en pré-release, le WHOIS n'est pas remis à zéro parce que si j'achète un nom de domaine chez WebExpire ou chez Dropcatch et cetera, j'aurai un WHOIS de 2026 parce que, le nom de domaine a été effacé et les snappers ont réussi à la milliseconde où il était disponible de l'avoir. Mais là, en fait, personne n'a fait de prouesse technique. C'est simplement le registraire qui a renouvelé le nom de domaine comme, il le renouvelle, simplement il a changé de client. Mais, Google n'a pas cette info. Alors on pourrait la détecter dans le WHOIS, mais, pour plein de raisons, Google peut pas le faire. Donc, eux sont pas au courant de cette transition, avec un nom de domaine en pré-release. Donc c'est un vrai avantage de se positionner à ce niveau-là. Ouais, carrément et du coup, toi, c'est largement sur cette partie-là que toi, la ça a ta préférence, quoi. C'est là que tu interviens en majorité? Oui, oui et non. En fait, c'est là où je fais les plus belles affaires sans doute, mais comme moi je travaille qu'avec le marché français, même si, j'habite en Espagne depuis 20 ans, même si j'ai plusieurs passeports, je suis assez ouvert et assez international, finalement mes débouchés sont en France. Donc sur le marché français, il faut reconnaître qu'on a quand même, dans les snaps avec, Dropcatch, Snapnames et surtout maintenant Gname, le plus grand nombre de domaines intéressants et bizarrement, les Français ne sont pas, très au courant de ça. C'est très facile d'aller sur WebExpire ou Kingdom, participer à une enchère parce que j'ai compris comment ça marche. Par contre, suivre les noms de domaines expirés en .com, c'est un peu plus compliqué, surtout que le Gname dont je parle, apparemment, c'est très méconnu encore. Alors ça changera, mais en fait, comme le marché évolue tout le temps, on peut toujours avoir un peu d'avance voilà, sur la connaissance, globale, du marché. Carrément. Bah, très clair sur, où est-ce qu'on va enfin, où est-ce qu'on se positionne en fonction du moment et merci pour ça et tu disais qu'il y aurait pas de tips et ça, c'est monumental. Enfin, il y a déjà des noms de là où vous pouvez regarder. Je suis pas d'accord avec toi, je pense qu'on a clairement à s'en mettre sous la dent et il y a encore plein de choses belles qu'on va pouvoir voir aujourd'hui. Donc là, je sais où je me positionne en fonction du moment, mais pour arriver à prendre ça en compte, enfin, la première étape que tu disais, c'était: «Je vise un domaine, je regarde où il est enregistré et je vais, caresser l'espoir que le mec le renouvelle pas pour pouvoir l'avoir en pré-release». Mais comment je trouve un domaine? Parce que, OK, j'ai des concurrents, j'ai, 3 gros concurrents, je vais pouvoir avoir cette shortlist et suivre ça comme ça. Mais imaginons, moi, j'aimerais bien, enfin, faire plein d'autres, cas d'usage comme, vendre des liens, enfin bref, en fait, j'ai pas d'intérêt particulier pour un nom de domaine en tant que tel, mais plutôt pour j'aimerais trouver des domaines qui ont de la valeur. Comment tu fais pour trouver ces domaines-là? Et après la question, ça sera comment on les choisit, mais ce sera la question d'après. D'accord, en fait, il y a 2 méthodes différentes. Hem, Dans mon activité qui est plutôt les noms de domaine avec un potentiel, finalement, rachat de crédit, voiture électrique, tous ces mots-là, on les connaît, ils sont faciles à identifier. Donc moi, de mon côté, je me suis fait une liste, d'environ, 30 000 noms de domaine qui m'intéressent et il se trouve que, tous les jours, il y en a forcément un qui va expirer parce que, voilà, c'est dans la nature des choses. Donc moi, j'ai un nombre de domaines, que je peux mettre, à jour de temps en temps, mais qui correspondent à des requêtes tapées, à des requêtes où il y a des CPC élevés, à des sujets, intelligence artificielle.com ou .fr. Le jour où il expire, je vais être au courant parce que c'est évident que c'est des noms de domaine qui m'intéressent. Donc finalement, je sais que j'ai des clients aussi, qui ont, dans leur secteur, par exemple, qui prennent des annuaires, ils prennent tous les noms de domaine de leur activité,
ou qui remontent des réseaux et cetera, qui ont leur propre liste et ces listes-là, on peut les monitorer. Il y a des outils. Moi, j'utilise, Watch My Domains, qui est un outil, très, très bien, qui est pas cher et d'ailleurs qui est un outil qui vient d'une entreprise de SEO indienne, hein, Watch My Domains, on mettra peut-être dans le commentaire, en fait aussi il y a un e-book que je mettrai qui est gratuit, que vous pouvez télécharger et où il y a toutes ces infos-là, en tout cas ces outils-là, ils seront. Donc je vous recommande cet outil, oui. Voilà et c'est vraiment, très intéressant. Donc ça permet de monitorer et je sais pour mes 30 000 noms ce que je peux faire à quel moment. Donc ça, c'est quand même un avantage. Ensuite, il y a Expert Domains qui est, je pense, la source la plus connue et qui est largement suffisante, hein, expertdomains.net qui, me donne l'intégralité des noms de domaines qui vont être disponibles à la fois en pré-release, à la fois en effet, c'est dont on parlait. Alors je suis désolé, il y a le WhatsApp qui arrête pas de sonner, je ne sais pas si tu l'entends, mais ouais, Ça fait quelques haches effectivement donc c'est ça. Ça, c'est le problème. En fait, les noms de domaine, c'était, ça intéressait personne jusqu'à il y a 5 ans et maintenant depuis, 5 ans, on n'arrête pas de me demander, je reçois par contre, voilà, les gens toujours, ils viennent trop tard. «Ah mince, j'ai telle entreprise qui m'attaque, qu'est-ce que je peux faire?» et tout donc voilà, c'est sans doute ça qu'il est en train de faire. Je suis désolé, je devrais le couper. Ah, je vais peut-être le couper sur l'ordi d'ailleurs, ouais, comme si tu as moyen de le couper, comme ça même toi tu seras plus tranquille. ouais, bah, je regarde pas. Bah, en fait, auparavant, j'étais très content d'aider les gens, mais maintenant, techniquement, je peux plus parce que en fait, ça fait que ça et en plus, si tu veux, alors ça, c'est vraiment hors sujet, mais c'est pas grave. Dans le temps, quand on venait me demander, c'était un peu, tu sais, des échanges, c'était des bons procédés. Alors que j'ai l'impression que maintenant, il y a une mentalité un peu de client, en fait, des nouvelles générations où, bah, j'ai vraiment pas du tout l'impression heu comment dire? D'avoir un échange. Plutôt que je suis, comme, un rayon de supermarché, on se sert donc bah, je réponds même plus maintenant. Voilà. Donc peu importe, c'était hors sujet. Hem, ah mince, mais juste On en était à la liste des outils. Enfin, en gros, là, on est toujours sur comment on fait pour les trouver. Tu parlais de What My Domain et expireddomains.net. On en était là. exactement. Donc soit j'ai des listes qui sont déjà toutes faites et que je monitore et ça, c'est quand même vraiment pratique. Par exemple, moi je travaille 25 ans dans les écoles de commerce. Là, il y avait écoledecommerce.fr qui se libère. Si j'avais voulu l'acheter, ça m'aurait coûté, des milliers d'euros parce que quand on est demandeur, c'est toujours cher. Par contre, bah, là, je l'ai eu alors tiens, on va voir si toi tu es un peu informé. Il était en .fr et en .fr, il y a le meilleur snapper si j'ai envie d'éviter la concurrence, donc je l'ai eu à 50 € ou après toi, Ah c'est ouais. lequel? Ouais. Bah, je pense que c'est pas un des, bah, quand tu vois les prix des enchères sur des Webexpert ou Kifdom, 50 €, ça me semble, C'est inenvisageable. Bah, je mmh. pense que ça va être Gname. Ah, parce que tu Alors, en fait, Gmail, j'ai pas le .fr. Donc OK. du coup, selon chaque extension, c'est des snappers différents parce que pour être snapper, tu dois être registrard et les asiatiques, ils ont pas envie d'être registrards en France parce que c'est un peu différent, un peu compliqué et puis le marché est trop petit. Il faut voir que nous, on s'emballe sur une vente qui a terminé très haut, mais c'est quoi? Quelques ventes par mois, c'est des marchés qui sont trop petits pour les acteurs mondiaux. Donc du coup, c'est uniquement des snappers européens et là, en l'occurrence, c'était Domain Order. Domain Order, il est compliqué, il est très mal foutu. Bah, Domain Order, tu peux pas mettre de backorder quand tu veux. Tu dois le faire le lundi, et jusqu'au mardi à 14 h lorsque c'est un domaine qui va expirer dans les 5 prochains jours. Donc en fait, les gens, ils savent pas ça et du coup, tu trouves jamais ton domaine, tu y vas pas. Mais Domain Order, si tu mets ton backorder, chez eux, c'est 50 €, c'est un peu plus cher que les autres. Il a beaucoup de licences et sur un nom de domaine qui est, moyennement concurrentiel comme le mien, il y a toutes les chances qu'il batte les autres acteurs. Si, par contre, si WebExpert ou Kifdom étaient vraiment motivés, alors plus WebExpert, si WebExpert était vraiment motivé par ce nom parce qu'il y avait, 1000 RD, Domain Order l'aurait pas eu. Mais moi, dans mon cas, pour un nom de domaine moyen, à bataille égale, WebExpert fait pas les efforts et je me doutais que ça allait être, Domain Order et je l'ai eu directement. J'ai pas eu d'enchères. Donc pour moi, c'était mieux parce que s'il était allé sur WebExpert aux enchères, bah, le nom de domaine est sympa, quelqu'un connaît, quelqu'un dans les écoles de commerce, tout de suite ça peut monter à des centaines d'euros, voire plus. Donc il vaut mieux s'extraire de la concurrence. Donc passons la parenthèse. Donc voilà, ces listes-là,
tu peux te les avoir et si tu es patient, tu finis par avoir des domaines magnifiques, parce que tu es là au bon moment et en général, on est que des professionnels sur ces plateformes-là. Il y a pas de end users qui sont capables de mettre très cher parce que c'est vraiment le nom de domaine, de leur activité. Donc les prix sont raisonnables. La partie expert domaine, c'est tout ce qui arrive maintenant et si tu as les bons filtres et que tu sais créer tes, recherches enregistrées sur expert domains, là, tu ne vas rien rater. Alors je dirais rien à 95 parce qu'il y a des exceptions. Par exemple, en .fr, il y a énormément d'exceptions. C'est un marché qui est très particulier et expert domain n'a pas fait tous les efforts pour être là tout le temps, mais tu auras quand même le très, très gros du marché avec cet outil. Il y en a d'autres, il y en a un qui s'appelle, enfin, Domcop qui est assez connu, qui est pas mal. C'est des Indiens aussi et Domcop, l'avantage, c'est qu'il te dit si c'est un domaine Gnews. Alors ça fait gagner du temps, il y a des faux positifs, mais vu qu'il y a plus de domaine Gnews depuis très longtemps, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je sais pas. Bon après, il y a quelques outils comme ça, mais Expert Domaine va suffire à mon avis, hein et comme ça on peut, suivre les domaines. La grande difficulté, c'est que, il faut passer des heures pour comprendre comment ça marche, parce que sur Expert Domaine, si j'y vais, bah, j'ai pas de tutoriel, j'ai absolument rien et par exemple, si moi, je dois avoir une bonne trentaine de recherches enregistrées. Parce que tu peux pas avoir une recherche globale qui te dit tous les domaines qui sont là. C'est différent selon si c'est un pré-release ou un domaine en Snap. C'est différent selon l'extension. C'est différent selon l'enregistreur. Donc, tu as tout de suite beaucoup de cas. C'est pour ça que je te disais que les tips, on peut en prendre, mais le mieux, et moi, je le vois avec les gens, je fais, des formations, sur les domaines expirés et je vois en fait ceux qui vont réussir ou pas. Tu sais, ceux qui sont attentifs, ceux qui posent les bonnes questions, ceux qui veulent faire l'effort de «s'emmerder» entre guillemets à passer, des heures à comprendre. Ensuite, il me dit: «Ah bah, c'est super, voilà, je me suis, constitué mon PPN, je fais mes économies, j'ai plus besoin d'acheter autant de biens». Enfin, il y a vraiment un effort. Par contre, si c'est juste, comment, gagner rapidement, bah non, parce que c'est trop complexe pour qu'il y ait une chose qui marche à 100 hein. Donc voilà, c'est pour ça que cette vidéo, je pense qu'elle durera un peu de temps, mais je vois que toi tu as toujours les bonnes questions, donc on va avancer, mais il faudra aller jusqu'au bout si vous avez envie de réussir, à mon avis. Ouais, comme pour tout dans la vie, hein, la patience et le travail, payent plus enfin, c'est probablement une des compétences qui se perd le plus, la patience et parce que juste avec TikTok et tout ça, on veut tout de suite donc C'est exactement ça et c'est hors sujet, mais c'est un point, vraiment qui les gens de notre génération qui nous choquent. Tu vois, sur là, par exemple, je viens de voir une vidéo ce matin de Laurent Bourrelli avec Olivier de Ségonzac. Elle va faire, 100 vues, je sais pas. Elle dure 2 heures. Personne ne veut écouter 2 heures maintenant. Mais moi, je me régale parce qu'il y a beaucoup de valeurs, il y a beaucoup d'infos. Le temps d'attention aujourd'hui, il est très court, ouais. mmh et félicitations à ceux qui nous écoutent, parce qu'effectivement, je pense qu'on va aussi avoir une interview assez longue. Mais OK, donc plusieurs, en fait, plusieurs, bureaux d'enregistrement pour lesquels aller, ben, s'interfacer, plusieurs, outils de Snap, plusieurs outils pour trouver, ces domaines si tu as pas déjà ta liste que tu as construit par, expérience et par avec les années. Tous ces noms-là, on les retrouve dans le doc, enfin dans le petit PDF ou le document que tu nous as dont tu parlais tout à l'heure et que je mettrai en description de cette vidéo pour faciliter le téléchargement. Une fois que j'ai, voilà, une fois que si j'ai ma liste, très bien, parce que ça, du coup, c'est une liste de domaines. Si, par exemple, je vais sur un expired domains, pour toi, comment tu choisis, les domaines qui vont t'intéresser? Alors il y a vraiment 2 types de cas. Je pense que 95 des gens ici s'intéressent au domaine SEO seulement et donc dans ce cas-là, on a des filtres qui sont, comment dire? Que les SEO connaissent bien, hein, sur le nombre de liens entrants, sur, éventuellement les scores de spam et cetera. Donc encore une fois, chacun ses habitudes et j'ai je suis pas du tout comment dire? Convaincu des métriques que le marché apprécie. Par exemple, un TF de 25 ou un TF de 30, pour moi, c'est une info qui a absolument aucune valeur et je pense que ma voix va pas porter parce que c'est pas mon métier, mais Kalin Karakaïov, qui est je pense le plus grand spécialiste, SEO,
des domaines expirés, qui est un Bulgare, qui a le plus gros réseau. Il fait beaucoup de formations, il fait beaucoup de conférences et lui, justement, il explique qu'il préfère aller sur les TF2, TF3, TF4 parce que, le marché a l'impression que le TF est pertinent, mais si tu regardes objectivement, alors évidemment à partir de 40-50, il y en a très peu et là, on aura naturellement des domaines, qui sont, exceptionnels. Mais entre un TF2 et un TF20, il y a aucune différence. C'est juste qu'on a un indicateur qui a un excellent marketing, qui a réussi à nous faire croire que c'était pertinent parce que, bah, ils à l'origine, c'était un moteur de recherche, un Majestic SEO, enfin, tout est fait comme Google, hein, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses pertinentes, mais en pratique, les gens se battent sur ces TF-là, ça n'a aucun sens et donc moi, je mets à partir alors effectivement à 0, il y a un problème. Quand on a un TF0, il y a un problème. TF1, très souvent, il y a un problème. À partir de 2, c'est déjà plus le cas. À partir de 4 ou 5, c'est juste, Majestic qui calcule n'importe comment et c'est normal. Il y a tellement de données, tellement de critères que pour moi, le TF, c'est pas un bon critère et là où je vais perdre tout le monde, mais c'est pas grave, je vous donne l'info, le très mauvais critère, c'est le trafic. Pour moi, le fait de regarder le trafic passé existant, c'est la dernière des choses qui va m'intéresser et c'est même, quelque chose qui est négatif. Pourquoi? Parce que les outils de trafic, en fait, vont regarder le nombre de mots-clés qui ont été positionnés, sur un nom de domaine précis et les SEO savent très bien faire ça. Ils font des sites, sans aucun intérêt avec des pages, par centaines, par milliers et mécaniquement, il y a tellement de pages optimisées qu'on arrive en fait, on agrège, ces positions et on arrive à avoir un indicateur qui donne du trafic. Mais, est-ce que ça nous donne une info sur le potentiel, sur la force du nom de domaine? Absolument pas, parce que, la plupart des noms de domaine à potentiel, pour moi, c'est des noms de domaine institutionnels, des noms de domaine d'entreprise qui n'ont pas optimisé leur SEO, qui n'ont pas 50 000 pages. Par exemple, moi, mon meilleur site, j'en ai 2 000 à peu près, c'est NDD Camp et si tu regardes NDD Camp, c'est un événement qu'on fait qui est gratuit sur les noms de domaine, qui a lieu, 3 fois par an, dans différentes villes où tout le monde est bienvenu, où il y a les registrars, les registres et cetera. On a des liens, de l'ICANN, on a des liens de l'AFNIC, on a des liens de l'Union européenne, on a des liens de très haute qualité et dès que je fais une page sur NDD Camp, bah, elle s'indexe immédiatement, elle se positionne, elle est extra. Mais moi, je parle de niche et moi, j'ai pas envie d'utiliser NDD Camp pour faire de la rencontre, pour faire, résultat du bac 2026 et cetera. Donc le trafic, c'est une info purement SEO qui montre l'expertise que pouvait avoir l'ancien titulaire du nom de domaine, à utiliser finalement, son savoir-faire pour faire du trafic. Mais le potentiel intrinsèque d'un domaine, il est complètement différent de ce que tu vas en faire. Toi, tu récupères le domaine, tu récupères pas le site. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement la qualité des liens. Et je sais qu'en fonction de la qualité des liens, le domaine pourra repartir et le trafic passé, bah, je veux pas le regarder parce que, les domaines qui font du trafic, c'est une expertise différente du potentiel intrinsèque du nom de domaine. Donc en fait, voilà, tous les indicateurs, vous pouvez les choisir comme vous voulez. Nous, on a une autre, approche, voilà, mais moi, je vends plus de domaine de SEO depuis longtemps, donc finalement, voilà, c'est juste une info que je partage par expérience et parce que, bah, ça continue à m'intéresser, mais je ne suis pas, je vais pas me battre dans les enchères contre toi, par exemple, si tu veux récupérer un domaine SEO, et l'identifier. Ouais, ça. Ah, je suis d'accord avec toi sur TFCF notamment, où, bah, en fait, avec la disparition du PageRank, que Google nous proposait il y a oh longtemps de ça maintenant, bah, en fait, les gens aiment pouvoir avoir un chiffre. Ça permet de simplifier la compréhension, le classement et le choix et du coup, bah, entre TF, CF, DA, DR, enfin bref, tous les les métriques que toutes les plateformes ont voulu lancer, ça permet de faire ça, mais ça a de valeur que parce que, notamment sur de la vente de liens et tout ça, les gens le mettent en filtre. Si les gens veulent un TF, 25 minimum et que tu as pas un TF 25 minimum, bah, du coup, tu pourras pas vendre à ces clients-là parce que, ça sera un deal breaker là-dessus. Mais que Majestic aime ton site ou pas, bah, ça a aucun impact sur le fait que Google le rank bien ou pas. Et du coup, c'est un proxy, mais c'est pas parce que cette mesure-là n'est pas liée à la réalité physique. Tout à fait et surtout qu'en fait, tu peux récupérer un domaine avec un TF2 et
et ensuite le passer à TF25. Je veux dire, c'est quand même, si vous ne savez pas le faire, j'ai mon copain François Tréca qui habite à Valence aussi en Espagne, à 10 kilomètres de chez moi, qui est, le meilleur prestataire que je peux connaître parce qu'il a des prix incroyables pour absolument tout et il propose des articles à 5 €. En fait, il est vraiment très, très performant et lui, il vous monte le TF, à 30 et puis voilà. Est-ce que ça va vous apporter quelque chose pour le SEO? Absolument pas. Est-ce que ça va vous permettre de vendre des liens plus facilement? Oui, mais il peut faire ça avec un domaine, à 2, hein. C'est pas un problème, c'est juste mécanique. On a compris comment fonctionne le transfert de PageRank, voilà. Moi, je le fais pas, par exemple. Je le fais pas parce que je trouve que ça sert à rien et tant pis si je perds des clients, tant pis, si, si voilà, si ça me pénalise. J'ai pas de temps à perdre pour des choses qui servent à rien. Je pense qu'à terme, il vaut mieux produire de la valeur, s'intéresser à générer de la valeur et tout cet écosystème de vente de liens qui optimise par rapport au ROI, qui trouve les tips pour vendre davantage, heu, bah, quand ils auront plus de cheveux comme moi, je ne sais pas s'ils seront encore là. Parce qu'à mon avis, quand tu fais les choses bien, finalement, ça va dans ton sens avec le temps. Alors que si tu essayes d'optimiser et de tromper et de manipuler finalement le client, hein, de se moquer de lui, bah, il revient pas. Moi, j'ai des clients depuis 30 ans, c'est plus des copains que des clients si tu veux. Donc, ces histoires de TF, de fake metrics et cetera, à mon avis, c'est une direction, qu'il faut pas prendre si on veut durer. Si on veut s'acheter, une belle voiture et cetera, marcher pendant 2 3 ans, c'est très bien. Mais, il faut toujours se remettre en cause ensuite et toujours trouver la bonne chose. Alors que si tu fais du travail propre et correct, les agences, 99 même des pros, ils savent pas ce que c'est, tous ces trucs-là, TF, fake metric, ils s'intéressent au fond et je pense que ces indicateurs de fond, ils sont à privilégier pour la récupération des domaines expirés. Un bon domaine institutionnel avec comment dire? Un puits potentiel de liens fort, on en fait ce qu'on veut et de manière durable. Un site de vente de liens peut remonter au bout de 3 ans, qu'est-ce qui devient, quoi? Tu peux regarder, hein, ceux qui sont très chers, où est-ce qu'ils sont, après 3 ans? Ouais, quand Ils ont quand toutefois ils ont été remontés tout simplement, hein, parce que le nombre d'enchères, qui partent à des prix stratosphériques et le site reste, avec, le parking de la plateforme d'enchères, ça fait mal au cœur. alors là, j'ai pareil, moi je me suis posé la question, je me dis: «C'est pas possible» et il y a un début de piste, qui est, des gens du gambling et apparemment, toi tu as l'impression qu'en fait, ils les remontent pas et on est dans un secteur mais de fous furieux, hein, avec des montants, complètement incroyables et en fait, parfois, ils les remontent, mais Faut simplement, qu'en France. pour voilà et en France, pour éviter le problème des Cirelli, parce que pour 250 € ton domaine, tu l'as perdu et je peux t'assurer qu'avec le meilleur avocat, avec, tu es dans ton droit, si tu as une procédure Cirelli, qui, te tombe dessus, tu as aucune chance de récupérer ton domaine, expiré pour plein de raisons. Alors, je suis un peu caricatural parce qu'on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais le risque, quand tu achètes un domaine à 20 000 € de le perdre en enchères Cirelli, il est énorme. Donc pour ces gens-là, effectivement, ils les font tourner sur d'autres marchés en France. Tu as, des infos qui sont sorties, qui où tu as l'impression que le nom de domaine n'est pas utilisé, mais en réalité, il est utilisé pour du gambling ou de manière intelligente ou avec des pages, par exemple, pas sur la home, mais sur le reste du domaine, tu vois? Et donc ça, tu t'en rends pas compte quand tu viens, bon, ce genre de petites choses. Mais effectivement, il y en a quand même qui sont pas remontés aussi, hein, et ça, c'est incroyable. On peut faire juste une petite digression sur la procédure Cyrilly, ça consiste en quoi? Alors, c'est bien aussi, hein, pour les expis. Quand vous allez mettre, 10 000 € sur un nom de domaine, sachez que vous avez 10 de chances de perdre ce nom de domaine. Donc, il faut que vous soyez capable d'encaisser cette perte. En .com, ça n'existe pas, il y a pas de Cirelli, il y a un équivalent qui est très différent. Cirelli, c'est quoi? C'est, n'importe quel, ayant droit, donc c'est en général, tu es un ayant droit quand tu as une marque. Si tu n'as pas de marque, c'est difficile, mais si tu étais l'ancien titulaire du nom de domaine, que tu n'as pas de marque et que tu peux montrer un usage et cetera, on peut considérer que tu es un ayant droit, mais on va dire quand même n'importe quel titulaire d'une marque, hem, peut revendiquer un nom de domaine et les noms de domaine expirés, en fait, ont un énorme défaut, c'est que lorsque tu gagnes une enchère, en fait, tu enregistres un nom de domaine, mais les conditions d'enregistrement des noms de domaine en .fr, elles doivent répondre à des critères et parmi les critères, l'un des critères, c'est, l'intérêt à agir. Pourquoi tu enregistres ce nom de domaine?
Si toi, tu enregistres un nom de domaine, SEO dans une enchère, c'est parce que tu t'intéresses aux métriques SEO. C'est ça ton intérêt à agir. C'est une condition qui n'est pas reconnue par le tribunal Cirelli. Si tu dis: «J'ai payé tel domaine pour tel prix pour ce nom de domaine, pour son potentiel SEO», ça n'est pas une condition valable parce que toi, tu récupères le travail d'un titulaire précédent, ça n'est pas reconnu, valable comme la f valable par la FNIC. Donc si tu prends un nom de domaine un peu comment dire? Distinctif. Ça veut dire avec un nom, par exemple, le restaurant de Suzanne. Tu t'appelles pas Suzanne, tu as pas de restaurant, tu vas pas pouvoir expliquer pourquoi tu as déposé ce nom de domaine et donc toi, heu, ton argumentation va être très, très difficile, y compris si, le nom de domaine était libre, il a expiré, parce que tu n'as pas d'intérêt à agir pour enregistrer ce nom de domaine et ça les SEO le savent pas, personne t'en parle. C'est très propre au marché français et c'est aussi pour ça qu'il faut faire très attention quand on achète un nom de domaine très cher parce que, il y a des ayants droit qui peuvent aussi les récupérer et l'organisme qui gère le .fr est très protecteur des droits. Le .com, par exemple, c'est une jungle, c'est les Américains, c'est pas du tout la même culture, hein. Eux, ils ont pas le même rapport à l'argent, ils ont pas le même rapport à l'intérêt général et cetera, donc tu es tranquille. En vérité, pour un .com, c'est plutôt à la personne qui t'attaque de démontrer, comment dire? La raison pour laquelle il devrait être, le nouveau titulaire du nom de domaine, c'est difficile. Par contre, en .fr, quand toi tu as récupéré un domaine, expiré et que tu vas te défendre, bonjour, hein, heu, avec un très bon avocat, tu peux peut-être gagner si le nom est un peu, générique ou, pas trop distinctif, mais c'est quand même compliqué. Donc ça, il faut le savoir et si tu as de la chance que c'est une entreprise qui a oublié, qui n'existe plus, bah, tant mieux. Mais quand tu as pas de chance, ça va te tomber dessus et tu perds le nom de domaine et tu peux aussi perdre beaucoup plus, te retrouver, au tribunal, perdre beaucoup d'argent. Donc ça, c'est quelque chose qui est très méconnu et justement, c'est pour ça que j'aime pas les tips, parce qu'il y a des chaînes justement qui t'expliquent, plein de mauvaises pratiques et en fait, sans t'expliquer les tu sais, les je sais pas, on appelle ça en économie les externalités négatives, tu sais, les risques, négatifs que tu peux avoir, même si ça arrive, tu as une seule 1 de chance de perdre 30 000 €. Bah, ça te fait 1 fois 30 000, ça te fait, quand même 300 €, que tu as perdu quoi, enfin potentiellement. Donc je pense qu'on ne tient pas assez compte de ces risques-là et pour les points .fr en domaine expiré, ils existent et ils sont, je dirais que cette procédure Cirelli ou le tribunal tout simplement, hein. OK. Bah, c'est bon à savoir parce qu'effectivement, ça, on n'en parle pas trop et hem et du coup, pour revenir sur le choix, donc tu nous as parlé de plein de choses que tu regardais en précisant que toi, ce qui t'intéressait, c'est la qualité des liens. Hem, Concrètement là, si tu veux bien nous le partager, c'est quoi tes critères priorisés? Enfin, voilà, tu es, sur n'importe quelle plateforme ou sur, une liste où tu te dis: «Ouais, qu'est-ce que je pourrais mettre dans mon panier de prochains domaines que je voudrais acheter?» C'est quoi que tu regardes dans l'ordre pour, valider ou invalider un domaine? Alors très bonne question. En fait, je vais parler du SEO puisque c'est ce qui vous intéresse et encore une fois, c'est vraiment un métier différent, c'est plus mon focus. Je regarde aussi, hem, la durée depuis laquelle le nom de domaine n'est plus actif. Parce que Google nous, ça fait 20 ans qu'on fait ça et on a bien vu le moment où Google a été capable de voir que c'est un domaine expiré. Heu, Google te dit: «Les domaines expirés repartent à zéro, ça sert à rien» et en fait, ils mentent pas vraiment. Ils repartent à zéro à partir du moment où eux sont en mesure de savoir que le nom de domaine a une nouvelle vie. Par exemple, si tu as un domaine qui a été, inactif pendant 2 ans, il m'intéresse pas pour le SEO parce que je sais, qu'il sera beaucoup plus dur à remonter. Google est en mesure de voir cette interception et il va repartir à zéro. Alors, s'il a du trafic, il va donner des signaux rapides. Tu pourras peut-être remonter plus vite qu'avec un domaine neuf. Évidemment, c'est pas un domaine neuf, mais en tout cas, tu auras plus cette dynamique-là. Donc, ce qui m'intéresse, c'est que je sois le plus proche possible du dernier moment où le domaine se comportait très bien dans Google. Donc, souvent, les domaines sont enregistrés pour 5 ans et donc ils vont expirer et ça fait très longtemps que le domaine est plus actif. Je sais qu'il repartira pas. Il pourra repartir, par exemple, il y a des gens qui me disent: «Mais si, si, je vais tout repartir». Les SEO sont très forts, ils sont capables de développer n'importe quoi. Mais en tout cas, le potentiel intrinsèque du domaine, il est très inférieur si on a eu une interruption pendant, on va dire, heu,
quelques mois, ça va. Google, moi, je travaille beaucoup avec les pays de l'Est. Enfin, historiquement, je travaille beaucoup avec l'Europe de l'Est et par exemple, il y a des sites officiels où c'est HS pendant, 1 mois en Albanie, parce que c'est comme ça en Albanie. Le jour où le site est remis, il a la même autorité, il fait pareil. C'est-à-dire que Google, il ne se formalise pas sur une période courte. 1 mois ou 2 mois, c'est pas un problème pour Google. 3 mois, c'est pas un problème pour Google. Mais après, ça commence à être un problème et après il est en mesure de détecter, avec d'autres signaux que c'est un nouveau nom de domaine. Par exemple, si la thématique change. La langue, ils s'en fichent. Ça, j'arrive pas à comprendre. Les Américains sont vraiment enfin, surtout Google, hein, parce que Musk et Google, c'est pas du tout pareil, hein. Tu sais, si tu t'intéresses à la politique américaine, en gros, tu as les woke et les fachos, hein, pour aller vite, voilà, tu Google, c'est très woke et eux, ils sont très ethnocentriques et cetera. Le monde est global et eux, la langue compte pas. Donc tu peux reprendre ton nom de domaine, en anglais et le relancer en français et si tu as le bon champ sémantique, toi, tu connais ça 100 fois mieux que moi. Si tu as la bonne sémantique, bah, le domaine va repartir. La langue est pas un critère déterminant pour Google. Par contre, la thématique, bien garder les URL, bien garder, la continuité, ça, c'est ça qui va m'intéresser. Donc un nom de domaine encore indexé, avec encore des signaux, lui, il m'intéresse pour le SEO, c'est ça que je vais regarder en premier. Carrément. Et si vous voulez optimiser votre sémantique, du coup, il faut aller sur Certmantix, hein, clairement. Je mettrai le lien aussi en description. C'était le placement de produit parfaitement intégré. OK, donc si je résume, c'est le profil de lien et la proximité de la fin de vie du site et pas de la fin de vie, c'est pas de il est en train de tomber, c'est, quand est-ce que Google a pu accéder la dernière fois à la page et est-ce qu'il était, Exactement. vraiment positionné, quoi. Pour ça, donc je comment tu fais pour mesurer enfin, est-ce que tu as d'autres critères? Ça, c'est une première question et deuxième critère, c'est comment tu fais pour mesurer ça? La durée, enfin, tu vois, le délai depuis, dernière activité et profil de lien, parce que profil de lien, ça c'est quand même très vaste, comme approche. Alors en fait, c'est comment dire? Il y a plusieurs méthodes et moi je suis pas tellement, je préfère encore le cerveau humain que les outils et finalement le nombre de domaines disponibles par jour, il est assez faible et je pense que ça sert à rien d'industrialiser vraiment. Moi, je faisais simplement des screenshots parce qu'avec l'œil, par exemple, tu prends, hem, sur Majestic, tu as, visuellement quelque chose qui est pas mal. Sur le profil de lien, tu sais, c'est le nuage de mots. Et si tu te mets sur les 50 domaines du jour qui t'intéressent, juste ce screenshot qui est très facile à produire, hein, quoi. Moi, je me produisais les 50 photos en un clic et du coup, je vois, par exemple, là où il y a Viagra, là où il y a, toutes ces choses-là, bah, je les zappe parce que je sais que ça a été spammé, ça me fait gagner du temps. Alors, il peut y avoir des faux positifs parce que le Caline, par exemple, dont je te parlais, lui, il est très malin. Il a un réseau gigantesque, il va balancer partout du Viagra et cetera sur les domaines qui l'intéressent. Comme ça, les gens, ne s'y intéressent pas et le jour où il récupère le nom de domaine, il enlève tous les liens. Bon, il y a ce genre de petites choses où on peut se faire avoir, mais globalement, les domaines spammés, tu les vois très facilement avec ces outils. Pareil pour archives, je me fais 50 sur les 50 domaines, 50, comment dire, screenshots, de la vue d'archives.org et rien qu'avec l'habitude, tu vois, tu sais, avec le passage des robots, selon la taille des cercles, tu vois les interruptions donc en fait, c'est toujours les mêmes choses qui se répètent donc dès que tu prends un peu d'expérience, le nom de domaine, rien qu'avec le nom et 30 secondes de travail, j'ai déjà une intuition qui me permet ensuite de travailler un peu plus et de regarder la qualité des liens, de voir s'ils sont nofollow ou dofollow et cetera. Mais tout le travail, comment dire, long, on le fait qu'en dernier ressort parce que il faut savoir que dans 3/4 des fois, tu n'as pas le domaine parce que tu es pas tout seul à l'avoir vu et j'ai pas envie de travailler gratuitement pour des domaines que j'aurais pas. Donc je dirais que c'est uniquement, un travail en fait, un travail de dégrossir rapidement avec ces screenshots qui me permettent de voir des choses qui se répètent souvent et d'éviter les domaines qui sont pas intéressants et ensuite un peu plus les analyser, pour, espérer les avoir. Mais aussi, j'ai un critère que je vous recommande pas, mais que je faisais tout le temps, c'est les SEO, ils mettent minimum 100 RD. Bah, moi, je mets maximum 100 RD. En fait, je mets maximum 99 pour me retrouver avec moins de concurrence parce que je sais qu'avec, 100 RD, j'aurai du monde en face de toute façon. Alors que si je suis sur le niveau en dessous, déjà, je m'extrais de la concurrence et entre 99 et 100 RD, le
le jus envoyé, il est exactement le même. Il y a aucune différence. Simplement, je vais payer, 2 fois moins cher le domaine parce que je suis de l'autre côté de la barrière. Donc je suis un peu conservateur, tu vois? Pour moi, le principal critère, c'est combien ça va me rapporter, c'est du flux. En fait, je ne veux pas faire un coup sur un domaine, je veux simplement, à chaque fois, le mieux utiliser mon argent pour acheter des domaines qui vont apporter le plus par rapport à la somme investie. Donc souvent, plus je descends, sur les critères, plus j'ai de chances d'avoir des domaines à des prix raisonnables et que ça soit un bon investissement. Ça me semble un bon process et du coup pour avoir une idée un petit peu de flux de ce process, donc tu parlais, au hasard de 50, domaines par jour. Est-ce que c'est à peu près le volume de domaines qui rentrent dans ton s Ouais, OK et c'est ça. C'est donc là, tu disais que tu avais un process visuel de filtre du spam, hein, qui est globalement, ces screenshots, pour voir si il est légitime. Il y en a combien qui passent ce filtre? Il y en a combien sur lesquels tu vas voir les liens? Et en fait, combien tu fais d'enchères, en moyenne, hein, bien sûr, par jour? ouais, c'est très bonne question. En fait, quand je te dis 50, c'est un chiffre qui est pas, stable dans le temps et c'était beaucoup plus et ça devient beaucoup moins. Il y a de plus en plus de spam, de moins en moins de domaines intéressants et c'est aussi pour ça que j'ai arrêté les domaines pour le SEO parce qu'on travaille de plus en plus pour ne pas avoir des domaines parce qu'on les utilise moins. Donc je pense qu'avec les IA, ça s'accélère encore et aujourd'hui, il y a beaucoup de domaines, bah, voilà, qui ont une 2e vie, une 3e vie. Pour moi, c'est très important aussi que ça soit une première vie. Quelqu'un qui remonte un domaine et qui le laisse expirer 1 an plus tard, c'est sans doute que le domaine, il a été vidé de son potentiel. Donc, hem, ça fait 20 ans qu'on fait ça. Je dirais que la tendance, elle est décroissante et aujourd'hui, c'est peut-être plus 50, c'est 45 et ça va être tendance ça va plutôt passer à 40. Donc c'est très dur, de se projeter à terme et c'est pour ça que je préfère laisser les domaines SEO et me mettre sur les domaines brandable et comment dire? EMD, parce qu'il y a zéro concurrence et parce que là, s'ils sont spammés, ça n'a pas d'importance. Moi, si je vends par exemple, là, j'ai vendu ballet.fr, hier. Ballet, tu sais, c'est, bah, la danse, quoi et donc c'est le centre chorégraphique, machin, qui voulait ce nom-là. Ils se fichent de savoir l'historique. Ils veulent, ballet parce que c'est leur métier, parce que c'est ça qui les intéresse. Donc nous, c'est plus simple. Le SEO n'a pas trop d'importance, c'est plus facile à identifier et si je l'avais pas vendu hier, je l'aurais sans doute vendu dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans. Mais c'est des noms qui ont une valeur qui reste. Un domaine SEO, qu'est-ce qui vaut dans 3 ans si tu l'as pas utilisé ou tu l'as pas vendu? Beaucoup, beaucoup moins. Parce que, bah, tu as perdu ta dynamique, les liens, ils vont pas rester si ça pointe dans le vide et cetera. Donc c'est un autre métier, bah, qui est plus facile finalement, hein, qui est mon métier d'origine, tu vois? Les domaines SEO et brandable et EMD. Ah, mais carrément, bah, c'est la différence entre est-ce que tu achètes un actif cash flow ou un actif patrimonial, quoi. Exactement. Mmh. Et donc là, tu nous as parlé des critères pour du SEO, mais comment tu fais pour, filtrer, pour, bah, justement EMD, ou Brandable? Il y en a effectivement, tu vois, que tu as dû te faire une liste, des, mots en français importants et ça faisait, le premier filtre et ta première liste. Pour, tu vois, rester actif et en veille là-dessus, qu'est-ce que tu cherches pour ça? Alors c'est assez facile, en fait, justement par rapport au SEO. Évidemment, on va en rater, mais ce qui marche bien, c'est dans expert domaine, le nombre d'enregistrements, du nom de domaine. Si moi, je m'intéresse à un nom de domaine qui est déjà enregistré en .net, en .org, en .info, ça me donne quand même une info comme quoi ce nom est concurrentiel et si j'arrive à avoir la meilleure version et sur le second marché, les gens vont payer que pour une première version. Ils vont pas payer pour un .info. Par contre, pour un .com, quand tout le reste est pris, ils se disent: «Bon, allez, tout est pris, combien il est le .com? Ah OK, 1 000 €, ça peut valoir le coup». Donc je regarde la saturation au niveau des extensions. C'est un premier critère qui est intéressant pour moi parce que ça me permet de filtrer pas mal. Un nom de domaine qui est libre dans beaucoup d'extensions, bah, les gens préféreront acheter, enregistrer un nom de domaine libre. Donc je dirais que ça, c'est le critère le plus intéressant. Ensuite, expert domaine te donne l'année, d'expiration, c'est pas mal parce que, les très vieux domaines qui ont été enregistrés il y a longtemps, en fait, ont en général sont plus difficiles à obtenir aujourd'hui, donc ça peut faire partie des critères. Ensuite,
on a tous nos débouchés. Moi, par exemple, ça fait voilà, mes activités et je vais être beaucoup plus favorable sur un nom de domaine dans les paris sportifs ou dans le casino parce que je sais que ces gens-là, ils vont acheter n'importe quoi. Donc, ça dépend aussi des débouchés qu'on peut avoir. Donc, en plus de mes listes, je regarde tout ce qui drop tous les jours et je vais voir si je pense que ces noms de domaine ont une valeur potentielle pour des gens que je connais dans mon entourage ou alors qu'est-ce que je pourrais en faire. Également les noms très courts. Tu vois, un nom, il y a 10 ans, tu pouvais enregistrer un nom court en .fr sympa pour ta marque. Aujourd'hui, c'est plus possible. Donc, si je vois quelque chose comme heu pato.fr, pato.fr, je le prends. Parce que je sais que ce genre de nom de domaine, ça peut moi, ça me plaît, ça peut plaire à quelqu'un et souvent ces gens-là qui ont vraiment envie de ce nom, ils vont pas regarder un plan A, un plan B et cetera. Ils veulent vraiment ce nom, ils sont capables de le payer plus cher. Donc les noms brandable qui sont courts et qui sont impactants, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Ouais, et ça, de mémoire, sur, Expert Domaine, tu as possibilité de mettre la longueur du nom de domaine. Donc tu mets filtre FR, moins de 5 caractères et tu devrais déjà avoir de quoi t'occuper, quoi. Il y en a pas tant que ça, donc moi, c'est plutôt à l'œil, tu vois, où je me rends compte celui-là, il est court, ça me plaît et ensuite, je vais aussi vérifier, tu sais, les marques déposées parce que si, j'ai un nom brandable sympa et qui veut rien dire, hein, et qu'il y a 5 ou 6 marques qui sont déjà déposées, la personne a dépensé des centaines d'euros pour avoir la marque. Elle est peut-être intéressée par avoir le .fr aussi pour, un certain montant. Donc si c'est un nom qui a jamais été déposé et cetera, sans doute qu'il n'a pas beaucoup de valeur. Par contre, je dis par exemple, là, il y a minéral.fr qui est aux enchères en ce moment. Quand la vidéo sera publiée, l'enchère sera terminée, donc du coup, c'est pas très grave. Minéral, c'est pas terrible. Par contre, il y a plein de marques minérales. Donc, la personne qui va acheter minéral.fr, pour l'instant, il doit être à 45 euros. Elle va payer 45 euros, mais il y a une probabilité que les 10 ou 15 déposants de marque se disent, tiens, je vais faire un site minéral.fr. Ah bon, il est à 500 euros, 1000, 2000. À l'international, c'est assez courant d'acheter un domaine comme ça. On sait que les noms un peu rares s'achètent. Et ce qui est étonnant, c'est que les Français se battent pas vraiment sur ces domaines. Donc, on est pas nombreux à chaque fois à les convoiter. Et on les paye pas cher du tout. Par contre, il faut bien les choisir, effectivement. Ouais, carrément. Et du coup, tout à l'heure, on parlait de la procédure Cirelli. Comment, enfin, tu vois, et je comprends il y a une marque déposée, donc il y a un intérêt. Mais Oui, comment tu fais l'arbitrage entre il y a un intérêt, donc ça peut valoir le coup et tu peux faire un flip, mais en même temps, tu peux te prendre une procédure parce que bah t'es pas du tout un ayant droit. c'est ça. Comment Alors, t'as moi, l'appliques? je prends, exactement. Je prends aucun risque. Minéral, tu peux faire un site. Moi, je suis éditeur de sites. J'ai 2000 sites. Donc, j'ai des sites, par exemple, la dernière fois, j'ai pris lama.fr. Il y a 50 marques Lama. Mais j'ai un site sur les cabélides et sur les lamas, etc. Donc, je l'utilise en tant qu'éditeur de site. Et je montre mon intérêt pour le nom de domaine parce que j'ai une vraie activité où sur tous ces sites, j'ai un contenu éditorial. Comme tout le monde, je vends des liens, etc. Donc, si tu veux, mon intérêt, en tout cas dans mon cas, il est réel. Si effectivement tu prends les noms de domaine pour spéculer et pour les mettre en parking, etc., tu as toutes les chances de le perdre. Par contre, moi je prends aussi des termes génériques, minéral. Ça peut être plein de choses. Il n'y a pas une marque connue qui serait, par exemple, Orange, je prendrais pas. Oui, je peux dire, oui, il y a la couleur, mais tout le monde sait que Orange, c'est une grande entreprise ou éventuellement une ville, mais de toute façon, les marques notoires, elles sont inatteignables pour nous. Par contre, tout ce qui est, on appelle ça les marques grises. En fait, tu vois, c'est un secteur où c'est pas vraiment, on fait pas de cyber squatting. On sait qu'il y a des marques, mais il y en a pas une qui a un droit réel sur ce nom de domaine-là. Donc, elles sont obligées. C'est premier arrivé, premier servi. Donc, elles sont obligées, si elles veulent avoir le nom de domaine, de le racheter. Mais c'est un peu litigieux quand même. Moi, j'ai jamais perdu. Il faut faire attention parce que si tu perds une fois, simplement une fois, on peut ensuite reprendre ça contre toi en disant, bah voilà, cette personne a été jugée de mauvaise foi, et donc c'est à elle de prouver maintenant sa bonne foi. Moi, dans mon cas, j'ai jamais perdu, donc et j'essaye d'être de bonne foi. Et en plus, si jamais je vois que c'est un peu litigieux, par exemple là, il y avait La Halle. La Halle, apparemment, c'est des chaussures. Pour moi, La Halle, c'est plein de choses, et lui, il y a plein de marques.
mais c'est une entreprise qui existait il y a très longtemps et qui est revenue. Et voilà, ils m'ont dit, ils m'attaquent. Ben, j'ai pas envie d'aller à la procédure, je leur donne tout de suite le domaine. Comme ça, c'est pas jugé. Est-ce que j'aurais perdu? Je sais pas. J'ai pas envie de savoir parce que si je perds pendant très longtemps. Donc, il y a des fois où je vais me défendre parce que je pense que je suis sûr de gagner. Il n'y a pas de raison que la personne prenne le nom de domaine, mais il faut éviter d'être condamné. Et les SEO, ils ont ce problème à la FNIC, c'est que euh, en fait, l'image de notre registre, il est très négatif parce que eux, ils ne voient que les procédures. En fait, ils ont l'impression que c'est tous des voyous parce qu'ils ne reçoivent que les plaintes finalement. Et j'essaye dans les réunions de leur expliquer, mais non, c'est un écosystème incroyable, il y a plein d'inventivité. Et souvent, c'est un peu algorithmique où ils regardent les métriques, ils n'ont pas envie de tromper les marques, c'est pas le but. Après, il y a des mauvaises pratiques qu'il faut éviter, mais en général, les SEO, ils perdent parce que ils ont une image très négative de par leur pratique. Ouais, complètement. Mais c'est pas, enfin, c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes métiers. Faut juste savoir quelle bataille tu vas vouloir mener et on peut Mmh. pas gagner toutes les batailles. Donc c'est beau de savoir lesquelles tu ne vas pas mener. En Cirelli, ça coûte que 250 € pour faire la procédure. C'est unique au niveau mondial. Donc, les marques le font beaucoup. Et toi, par contre, si tu te défends à Maury tout seul, tu gagneras jamais parce qu'il y a un formalisme et tu es obligé de passer par un spécialiste. Donc, c'est 4 chiffres minimum. Donc, est-ce que ton nom de domaine, tu as envie déjà de mettre une somme qui se compte au moins à 1000 ou 2000 € pour éventuellement le récupérer. Donc, il faut le savoir. C'est quand même un handicap. Donc, ah ouais, j'avoue que si le domaine, enfin, pour justifier un billet à 1000, 2000, il faut que le domaine vaille le coup, quoi. C'est ça. Et 1000, 2000, c'est vraiment au bas mot parce qu'aller voir des avocats et dire voilà, je voudrais que vous m'aidiez. Déjà, bonjour, ça coûte 500 €. En fait, ils ont des montants auxquels nous, on n'est pas habitué. Donc, oui, c'est très difficile. On est sur un terrain où les SEO, et nous, pareil, hein, les investisseurs en nom de domaine, on n'a pas beaucoup de chances de se défendre. Bien sûr. Bah écoute, je pense que sur la partie comment choisir, on a quand même, tu nous as donné énormément de choses sur à la fois bah, des domaines qui Donc, ont un des plus tips, vite vocation, fait. bah, des beaux tips quand même, s'il faut le dire. Mais à la fois pour le SEO, à la fois pour bah, une stratégie plus patrimoniale. Euh, enfin, est-ce que tu sais un petit peu à l'avance, parce que tu me parlais tout à l'heure d'un prix proxy sur lequel tu vas être OK pour monter jusqu'au maximum, mais comment toi tu détermines ce prix proxy pour un domaine et bah, est-ce que tu es capable d'estimer un petit peu, sûrement par expérience maintenant, mais à combien va partir ce domaine-là? Alors, dans mon cas, oui, parce que j'essaye de m'extraire de la concurrence et d'avoir les noms de domaine sans enchère. Je dirais que 90 des domaines qu'on avait en SEO étaient sans enchère parce qu'effectivement, une fois que les domaines sont très recherchés, là, il y a la partie rationnelle des personnes qui rentrent en jeu. Et finalement, moi, je m'intéresse plus, tu sais, aux gens qu'aux techniques et tu les connais, ces gens-là. Et après, quand tu discutes avec ces gens-là, tu vois qu'ils ont en fait, ça dépend de leur compte en banque au moment où ils font ça. Ça dépend de leur état mental. Ça dépend. En fait, tu peux pas le deviner. Quand il y a des enchères, en plus, tu as l'adrénaline du moment de fin des enchères qui fait que c'est vraiment un temps dans lequel j'ai pas envie d'investir et donc je fais pas partie. Je joue pas dans ces enchères. Des fois, tu as des très bonnes surprises, mais quand même, en général, c'est l'organisateur des enchères qui gagne, hein. C'est pensé de cette manière. Donc moi, de mon côté, je regarde historiquement, on va dire que à qualité moyenne, on regarde le nombre de RD, des RD corrects, hein, si c'est des liens d'annuaires ou si c'est des commentaires de forum, ça vaut zéro, hein, faut les enlever. Mais je dirais des RD de qualité moyenne pour une thématique moyenne, tu vas payer à peu près 3, 4, 5 € le RD, quoi. Tu vois, c'est à peu près. Et donc du coup, nous, on a des systèmes où on met notre prix maximum. Par exemple, Geneng, dont je te parle, très souvent, tu n'as pas d'enchère. Mais tu vois, tu décides, est-ce que je mets 11 $, 12 $, 13 $, 16 $, 26 $, 36 $, 65 $, c'est toi qui choisis. Dropcatch, c'est toi qui mets aussi. Entre 13 et 58, tu mets. Soit tu as le domaine, soit tu l'as pas. Parce que si moi j'ai mis 56 et toi tu as mis 57, c'est toi qui l'auras, il n'y a pas d'enchère. Donc moi j'étais plutôt sur ce terrain-là
où il faut vraiment calculer. Par exemple, beaucoup de Chinois mettent le minimum 13. Il y a rien à 13. Déjà, tu mets 14, ça sert à rien. Tu mets 15. Beaucoup mettent 20 parce que 20, c'est leur prix psychologique. Bah, tu mets 21. Donc, tu vois, ce genre de petites pratiques fait que tu peux améliorer ta connaissance de ton anticipation. Mais de toute façon, c'est pas grave, c'est du flux. Tu as pas ce domaine, bah, tu auras le suivant, hein. Et dans les domaines petits et moyens, il n'y a pas une concurrence démesurée. Donc, je pense qu'il faut faire un bon arbitrage de ses finances, pas perdre trop de temps dans l'analyse, parce que si tu n'as pas le domaine, bah, tu as quand même perdu le temps passé. Donc, on trouve. Moi, je pense, en fait, la qualité de domaine et le RD, puis l'expérience, hein, ça s'explique pas. Et d'ailleurs, moi, je l'ai fait pendant longtemps. En plus, c'était ma collaboratrice qui le faisait. Et elle faisait encore bien mieux que moi, avec ses propres, comment dire, son propre cerveau. Et elle mettait, pourquoi elle met 31, c'est n'importe quoi. Puis elle avait le domaine et tout. Je pensais, tu l'auras jamais. Et en fait, voilà, l'expérience, l'habitude. Et ce qui est bon, c'est que tu sais quand tu l'as pas eu et tu peux savoir à quel prix. Donc, tu t'ajustes, quoi. Ouais. Super intéressant, effectivement. Enfin, en fait, quand on parle domaine expiré, je pense que c'est le plus gros changement de paradigme, en tout cas d'approche dans cette vidéo, c'est qu'on pense en chair. Enfin, on pense soit dispo, et en gros, il est dispo, je l'achète sur mon registre, et soit en enchère, mais il y a tout cet horizon-là de, en fait, soit tu peux l'acheter chez le bureau avant qu'il disparaisse, soit tu peux le faire catcher. Et je pense que c'est trop sous-estimé. Enfin, en tout cas, on n'entend pas assez parler en francophonie, et c'est bien dommage. Si tu avais 100 € de budget, comment tu t'y prendrais pour maximiser tes chances d'avoir un bon domaine? Alors, le, à 100 euros, c'est un prix que j'évite de mettre parce que moi, je fais plus du volume, mais il y a quand même des très bons domaines à ce prix-là. Alors, c'est une niche particulière. Il faut savoir que jusqu'en 2001, il y avait qu'un seul bureau d'enregistrement. OVH n'existait pas, Gandhi n'existait pas, c'était Network Solutions. C'était le seul au monde. Et Network Solutions, qui doit être le pire bureau d'enregistrement, c'est un cauchemar. C'est impossible de travailler avec eux, vraiment un enfer. Ils ont tous les vieux domaines du monde, ou en tout cas, tous les vieux domaines du monde étaient chez eux. Maintenant, il y en a qu'ils ont perdu, mais ils ont encore des très vieux domaines. Et ces gens-là, lorsque un nom de domaine de 1995 n'est pas renouvelé, ils le mettent en vente à 69 $. Donc, on est à peu près dans tes prix. 69 $ pour moi, c'est un peu cher. Par contre, pour avoir un domaine qui est plus âgé que toi, Amaury, et qui a un nom incroyable qu'on peut pas avoir depuis très très longtemps, je veux bien mettre 69 $. Il se peut qu'il y ait une enchère, ça monte ensuite 79, 89, et je m'arrêterai pas à 100, je m'arrêterai à 110. Tu sais, parce que peut-être que mon concurrent il va s'arrêter à 100, donc je préfère mettre 10 de plus pour passer devant lui, et c'est là où j'irai. Donc c'est les noms de domaine de Network Solutions. Et je te parlais des Chinois de Singapour, la Gname. Ils sont chez Gname. Pendant très longtemps, c'était vraiment embêtant parce que on pouvait, pour identifier les noms de Network Solutions, il fallait télécharger leur liste, fallait l'analyser. C'était vraiment embêtant. Et maintenant, Gname, leur force complètement incroyable, c'est que tu peux avoir les noms de domaine qu'ils attrapent eux-mêmes, mais ils se portent clients pour toi dans tout l'écosystème. Donc, les noms de Network Solutions, je suis plus obligé d'aller chez Network Solutions, je les ai chez Gname. Les noms de Dropcatch, je suis pas obligé d'aller chez Dropcatch, je les ai chez Gname. Les noms de tous les registrars, sauf Godaddy. Godaddy, ils n'ont pas réussi à l'intégrer. Je pense que Godaddy a pas voulu, mais Gname, il a fait une interface incroyable qui me permet d'aller récupérer les noms de partout. Donc, c'est ça que je prendrais pour 100 $. Un joli nom chez Network Solutions. OK. Et du coup, tu disais que tu as pas l'habitude de mettre ce budget-là parce que tu favorises le volume. Enfin, c'est quoi ton budget classique du coup, et comment tu t'y prends pour ce budget classique? C'est ça. Alors moi, 10 €, j'aime bien. Il y a Nixel. Alors c'est pareil, c'est plus facile quand tu sais qui est derrière, que tu connais les gens, et cetera. Moi, je connais bien l'écosystème. Nixel, c'est le plus gros snapper en Europe, peut-être dans le monde, mais de CCTLD, ça veut dire d'extension de pays. Le .fr, le ES pour l'Espagne, le .be, et cetera. Donc
ils ont une offre qui est très embêtante, mais qui est qu'à 10 euros. Donc, il faut que tu viennes à 20 heures, plutôt 19h58, sur leur site pour voir les noms de domaine qui terminent à, comment dire, dans le jour. Tu mets ton enchère et en principe, si tu viens au dernier moment, tu es tout seul et tu vas avoir pour 10 euros, puisque tu es tout seul, un backorder sur un nom. Ce sont d'excellents snappers, donc il y a toutes les chances qu'ils obtiennent ce nom de domaine. Le seul problème, c'est que si je mets mon backorder, enfin, c'est pas un backorder. En fait, eux, ils ont un système différent de WebExpert ou Kifdom. Ils font les enchères avant d'avoir les noms. Ils n'ont pas les noms. Ils te disent demain, il y a ça qui est disponible. Et si tu veux, tu mets un billet. Et en fait, peut-être que je vais gagner, mais qu'ils vont pas avoir le nom de domaine. Donc ça peut arriver. Mais moi, ça me dérange pas parce que je viens regarder. Et le backorder, en fait, c'est pas un backorder. Je le mets chez d'autres acteurs aussi pour augmenter mes chances si le nom me plaît. Mais souvent, donc, j'ai les noms à 10 euros chez Nixel parce qu'ils sont vraiment très bons. Mais je peux pas le faire avant 19h59 parce que mon bid est visible. Donc, moi, en fait, j'utilise le travail des autres et les autres utilisent mon travail. Donc, je viens au dernier moment pour que personne ne puisse voir mon travail. Parce que si je mets dès maintenant mon enchère sur un nom de domaine qui expire dans 5 jours, eh bien, les gens vont le voir et vont se dire, tiens, c'est pas mal, 10, je vais être 20, je vais être 30. Donc, j'essaye de les avoir à 10 euros. Je dirais que ça, c'est le mieux. J'ai un peu la flemme d'aller à 19h59 le faire, donc je dirais que c'est ce que je préfère, mais je le fais pas trop. À 19, il y a un acteur qui s'appelle Match, qui est un snapper sur lequel il y a jamais d'enchères, parce que en fait, c'est les Italiens complètement parano et personne ne peut créer de compte. Ils vont te demander l'extrait de naissance de ton arrière-grand-mère, etc. Au bout d'un moment, tu te dis bon je vais pas le faire, quoi. Donc moi, comme je les connais, c'est un peu plus facile et voilà, et que j'ai pris le temps. Donc j'ai un compte chez eux, c'est un snapper tout à fait correct et c'est à 19 euros. Et sur le marché français, on est tout seul. Donc du coup, j'ai à peu près, je sais pas, 200 domaines chez eux. Il y a juste sur bijoux.fr ou des noms un peu spéciaux où ça a monté. Mais en général, t'as personne parce que c'est trop compliqué. Donc là, ça me coûte 19. Et ce qui est bien, c'est que je mets mon backorder. Ils ont simplement 2 licences AFNIC. C'est-à-dire que pour snapper, tu dois avoir un nombre de licences. Eux, ils sont très faibles. Donc, ils ont très peu de chances de battre WebExpert, pratiquement aucune chance. Mais vu que je les mets régulièrement et que c'est que 19 euros, ils en ont de temps en temps et ça me fait des noms que j'ai à 19 euros et je suis content de les avoir parce que si je l'ai mis, c'est qu'à 19 euros, ça me va. Après, à 20 euros, tu en as un qui est bien meilleur, qui s'appelle Catched, qui est très bien. C'est des Mexicains, Espagnols, machin, drôle d'entreprise qui a beaucoup de licences, qui est très forte. Et eux, à 60, enfin, c'est 20 euros le backorder, c'est pas très cher. Et si je suis tout seul, je l'ai directement, sinon il y a une enchère. Mais vu que dans les enchères, c'est pas un acteur qui est connu, ça monte pas trop et on se connaît, ça me va. Donc tu vois, jusqu'à 20. Après 30, je mets à Kifdom. Mais bon, Kifdom, ça part souvent aux enchères, les gens le voient. Donc, je vais dire, je m'arrête à 20 en général, pour avoir les domaines. En .fr. Et Gname, je mets 26, 16 ou 26. Donc, c'est moi qui mets le prix. Donc, c'est très rare que je mette plus de 30 euros pour avoir un domaine. OK, et tu arrives à avoir des domaines qui ont quand même et là, du coup, c'est pour du patrimonial ou c'est quand même pour du SEO parce que tu fais de l'édition? Alors, le SEO m'intéresse pas parce que je fais de l'édition avec les domaines que j'ai. Finalement, je préfère qu'ils aient pas un jus antérieur important et plus créer des contenus, etc. Donc, les domaines SEO, je les prenais que pour des clients. Par contre, ça fonctionne aussi. C'est-à-dire que il y a un peu plus de concurrence, mais les SEO sont plus nombreux. Par contre, est-ce qu'ils ont les techniques? Est-ce qu'ils font les efforts d'aller sur Gmail au bon moment? De regarder à quel moment je suis dans le cycle de vie? Non. Honnêtement, ça fait en fait, je sais pas, 10 ans que je fais des formations et il y a à chaque fois des gens, je les vois, tout le monde arrive à marcher. Chacun est dans ses niches, chacun a ses besoins et le marché est très loin d'être saturé. Sur les 1000 RD, je vais pas pouvoir t'aider. Mais sur des domaines sympas, 20, 30, 40 RD qui sont propres, que tu vas avoir à 26 $, ça marche très bien. Carrément. Ouais, écoute, et donc là, sur les domaines, donc tu parlais de Nixel, tu parlais de Match et tu parlais de Catch. Catched. En fait, ça veut rien dire, c'est pas un mot anglais, mais voilà, catched, si tu veux, pour être Catched, OK, ça marche.
Et OK, donc là, on a réussi à avoir un beau domaine. Tu disais qu'effectivement, tu faisais un peu d'édition, donc tu remontes le site pour le faire vivre, hein, notamment pour, en prévision d'une procédure, Cirelli éventuelle. Et voilà. Heu, Bon, Cirelli, c'est que pour le .fr, hein. En .com, tu as pas de problème, mais oui. la première question, c'est comment tu arbitres de est-ce que je laisse un tu vois, sur un parking, en disant: «Je le vends», ou alors est-ce que tu le remontes? Ça, c'est première question et après, ça sera de OK, mais comment tu le vends? Et ça sera et après je pense qu'on aura fait quand même un beau tour. Alors, moi, ce que je fais, c'est très inhabituel dans la communauté parce que je vise pas le volume. Ce qui est le plus rentable, il y a un Français qui est pas très connu, qui est un des plus gros acteurs au monde, que tu peux peut-être inviter dans ta chaîne, qui est un garçon incroyable. Lui, il a des fois 100 000 noms de domaine. Donc évidemment, il peut pas tous les remonter, il peut pas industrialiser. Moi, j'aime bien, en fait, tu sais, j'aime bien le web, j'aime bien apprendre et tout, donc je les remonte tout le temps. Voilà. Donc je les remonte tout le temps. Et si je les prends pas, enfin pardon, si j'ai pas envie de le remonter, c'est que je le prends pas, c'est que le nom de domaine n'a pas d'intérêt. Donc je les remonte tous, absolument. Par contre, si j'ai déjà une extension, par exemple, j'ai déjà le .fr et là je viens d'avoir le .com, bah, je vais faire une redirection de l'un vers l'autre. Tu vois, bah, je vais pas remonter les deux. Mais je les remonte tout le temps. Donc ils sont tous remontés. Ils peuvent me servir pour pousser un autre domaine. En fait, je trouve toujours quelque chose à faire. Et ensuite, pour les vendre, c'est pas terrible parce que si le domaine est remonté, les gens savent pas qu'il est à vendre. Donc, voilà. Et finalement, je les vends pas aussi facilement que je pourrais, mais c'est pas grave parce qu'en fait, ils perdent pas de valeur. Tu vois, ils sont plutôt le domaine qui a été remonté. Je sais pas, par exemple, j'ai nucléaire.com depuis super longtemps. Bon, bah, il y a peut-être pas beaucoup de gens qui savent qu'il est à vendre, mais le nucléaire, c'est quand même un truc porteur et peut-être que si j'attends 10 ans de plus, c'est pas très grave. Comme la valeur, elle a plutôt tendance à augmenter dans nos marchés, je suis pas super pressé de vendre. Tu vois, donc c'est pour ça que je les remonte aussi. Et aujourd'hui, moi, je vends des liens home-page parce que comme mes domaines sont trop faibles, tu vois, si je fais des articles, François Tréca, il les vend à 5 euros. Moi, je suis pas assez doué pour produire un article et le vendre à 5 euros parce qu'il faut une infrastructure et tout. Donc, moi, je sais pas, je travaille encore avec Dreamweaver, si tu imagines, tu vois, donc les années 2000. Donc, tu vois, je fais mes sites à la main, je mon bloc-notes et tout. Donc, non, je vais pas faire un article à 5 euros. Donc, du coup, la seule chose qui a de la valeur, c'est en home-page, mais ça me permet d'attendre. Tu vois, je me dis pas, est-ce que le nom de domaine, je le renouvelle ou pas? Bah oui, je le renouvelle, puisque de toute façon, je gagne de l'argent avec. Je gagne peut-être pas beaucoup d'argent, parce que c'est pas un réseau qui a beaucoup de puissance, mais il en a quand même. Et puis, il est toujours un peu plus vieux. Puis, je rajoute une page, et puis je me dis, tiens, celui-là, il va pousser mon autre. Donc, je pense que j'ai le plus vieux réseau, tu vois, de sites français et le plus propre entre guillemets parce que tu vois c'est que des noms papa maman utilisés de manière papa maman qui font des gains et j'ai jamais tu vois par exemple j'entends parler des pénalités des machins des updates. Alors moi je ferai beaucoup du trafic parce que quand tu as 2000 sites bah, tu peux pas les faire vivre hein, faut pas rêver mais mes sites ils bougent pas. J'ai jamais de perte de trafic ou autre, c'est plutôt tendance à monter, tu vois, à chaque fois, même quand je fais rien. Donc, c'est une autre approche. La plupart des domaineurs, ils ont une approche qui est intéressante, qui est pas la mienne parce qu'on a chacun nos biais. Eux, ils font du volume. Ils essayent de voir combien ils peuvent gagner et ensuite multiplier ce process avec, bah, par exemple 1000 domaines, 2000, 3000, 4000, 100 000, 500 000 et c'est très intéressant et c'est assez facile en vérité. Par contre, c'est une prise de risque parce que, bah, tout change très vite. Par exemple, les domaines, quand on prend 100 000 de manière algorithmique, tu essayes que chacun de ces domaines te rapporte plus que les 5 euros de renouvellement. Un point .fr, c'est 5,07 €. Donc, tu vas en vendre 1% à 1000. Donc, tu sais que tu as gagné 1% de 1000, ça te fait 10 euros. Bon, tu comptes comme ça. Euh, il y a le parking. Le parking, ça te rapporte quelques euros. Donc, tu te dis, c'est aussi une chose. Le parking, il vient de s'effondrer. Là, il y a Google qui a supprimé l'accès des noms de domaine parqués. Donc, le Google AdSense n'est plus disponible. Donc, le parking ne rapporte plus rien. Déjà, c'était pas glorieux. Donc, quand toi, tu as scalé à un niveau énorme et que tu n'avais pas beaucoup de marge, ce petit changement, ça fait que tu deviens négatif. Et moi, j'ai pas envie de vivre avec le stress. Tu vois, ça, c'est de la finance en vérité, hein. C'est comme les traders, etc. Et ils sont assez intéressants.
Alors eux, on les traite de cyber-squatteurs, mais en fait, c'est pas des cyber-squatteurs. C'est que dans le lot, algorithmiquement, tu as des marques qui passent, mais c'est pas ça qui les intéressait. C'est juste que quand tu fais du volume, tu peux pas regarder individuellement les domaines un par un. Mais donc, moi, je les remonte. La plupart des collègues, ils remontent rien, ils font du parking et ils essayent d'optimiser tout de manière drop catch, dont on a parlé, qui est un des gros snappers. Eux, ils ont 5 millions, 4 millions de noms de domaines. Donc, évidemment, tout est automatisé. Hein. Tu vas pas regarder les domaines un par un. Quoi. Bien sûr. Donc, c'est assez rigolo comme modèle. C'est plus pour les scientifiques, entre guillemets. Et du coup, donc, tu les as tous remontés. Et comment tu fais pour les vendre quand même? Enfin, comment tu trouves, tu vois, imaginons. Enfin, il y a plein que tu as cité, un papa-maman, un centrale nucléaire, ou un nucléaire. Comment tu t'y prends pour les vendre? Parce que il y a la possibilité que des gens arrivent, mais c'est quand même pas le plus fréquent, j'imagine. Comment tu les vends? Alors, c'est intéressant. Et là, je pense aussi, je peux te parler de mon cas et de ce qu'il faudrait faire parce que c'est complètement différent. Moi, je suis archi nul pour vendre. En fait, ça m'intéresse pas. Tu vois, ma formation à l'origine, moi, j'étais chercheur, tu vois, et ce qui m'intéresse, c'est la connaissance. Quand je me lève le matin, j'ai envie, tu sais, d'apprendre des choses, d'avoir des bonnes relations avec les gens, que tout se passe bien. Et en fait, les ventes, bah, c'est un peu virtuel. Tu te rends pas compte de combien tu as. Enfin, en plus, je m'en fous, en vérité. Voilà. Donc, du coup, euh, je ne les vends pas bien parce que ça m'intéresse pas et j'ai juste besoin qu'à la fin de la journée, j'ai assez d'argent pour faire ce dont j'ai besoin, tu vois. Donc, j'optimise pas le ROI, c'est pas un objectif premier et donc du coup, mon cas, il est pas très intéressant. Après, si on veut bien vendre, euh, c'est ça qui est un peu dommage, c'est qu'en fait, quand tu as un joli nom de domaine, il y a de fortes probabilités qu'ils se vendent un jour. Et l'expertise de ces personnes qui savent bien vendre, c'est de trouver le prix maximum, en fait, pas forcément le prix maximum, le prix qui va te donner le meilleur profit. Et moi, j'aimais bien vendre, tu vois, je vendais à 5 euros. J'ai un collègue qui est milliardaire, qui est une des plus grandes fortunes dans le monde, hein, qui m'a acheté un domaine à 5 euros. Tu vois, en fait, c'est rigolo. Et, euh, et je trouve que c'est des domaines, pour moi, c'est jetable à 30, à 50 euros, ça fait du flux. Mais en fait, c'est pas le meilleur système parce que il vaut mieux le vendre à la personne qui est prête à t'acheter le domaine. Par exemple, balai.fr, je l'ai vendu hier 1000 euros, tu vois. Mais c'est la première offre. Ils m'ont proposé 1000 euros au début. J'aurais peut-être dû dire, ah ouais, 1300, 1500, j'en sais rien. Je trouve que 1000 euros, c'est déjà très raisonnable. La personne elle va être contente. Peut-être qu'ensuite, on pourra faire autre chose. Donc, le mieux, c'est de trouver le prix maximum et de vendre le plus cher possible. Et ça, c'est une forme d'expertise. Les algos peuvent t'aider, mais c'est dommage parce que le marché, du coup, il n'est pas liquide. À 90% des gens, je vais leur dire, bah non, bah non, bah non, c'est pas assez. Et attendre que, par exemple, dans la même thématique, j'ai vendu chorégraphie.com. Ça vaut rien. Sauf que la personne qui n'a acheté ça, j'ai vu son profil. PDG d'une très grande entreprise du numérique, etc. Bah, tout de suite, il m'a proposé une première offre que je pouvais aller au double sans doute, mais tu vois, c'était déjà un montant très élevé. Donc le mieux, c'est d'attendre et de vendre à des gens qui ont beaucoup de moyens, tu vois. Et ça, c'est un peu nul parce que qu'est-ce que tu fais? Tu t'ennuies, tu vois, en attendant et tu fais une vente de temps en temps. Donc moi, je préfère pas vendre et puis les utiliser, mais les meilleurs, ils vendent à 4 chiffres tout le temps. Ils vendent jamais à 100, 200, 300 euros, 500 euros. C'est très, très dur d'acheter un domaine. Et c'est pour ça aussi qu'on a une mauvaise image, parce qu'on est vu comme des squatteurs, et c'est vrai en fait, hein, on est les premiers arrivés, puis on bloque les domaines qui ne sont pas utilisés parce qu'ils sont vendus à des prix exorbitants. C'est un peu la réalité du marché. Donc moi, je m'extrais de cette... Je suis pas dans la même problématique, je les utilise, je les monétise et je les vends pas à des prix exorbitants en général. Tu vois, mais je les vends plus à 30 ou 50 euros parce que aussi parce que si dans la relation d'achat, si par exemple, moi c'est 2 clics, ça me va, tu vois, c'est du flux, je transfère le domaine, je suis passé à autre chose. Mais les acheteurs ont quand même des difficultés à faire les transferts, à être sérieux, à payer, en fait, toutes sortes de choses. Donc du Ouais, il y coup, a ça du te met une SAV, quoi. friction. Voilà, ça te met une friction qui fait qu'auparavant, je l'avais pas. Tu vois, auparavant, je pouvais faire des packs de 50 domaines et je me dis, bon, bah, je gagne pas vraiment. Est-ce que je perds? Est-ce que je gagne? J'en sais rien, mais je passe à autre chose. Et c'est très bien, ça me libère. Aujourd'hui, je peux plus le faire parce que les acheteurs sont pas sont différents, quoi, on va dire. Ouais, Donc complètement. du coup, le marché est plus dur pour vendre. Carrément.
Si tu pour résumer un petit peu tout ce qu'on s'est dit, si tu devais, résumer en 3 règles, comment tu enfin, ce qui est important pour toi pour choisir, filtrer un domaine, et qui expire, ça serait quoi? Alors, pour le choisir, c'est ça au départ, c'est ça? Bah, en gros, tu vois, si, de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, tu devais garder 3 grandes règles simples, ça serait quoi? Alors, je pense que la première chose, c'est de prendre des domaines dont on est sûr qu'il y a un potentiel aujourd'hui. Parce que la grande erreur qu'on risque de faire, c'est de se dire: «À terme, il va se passer ça». En fait, demain, il vaut mieux se dire que ça existe pas. Ou prendre des domaines pour, le futur. Moi, c'est l'erreur que j'ai commise parce que j'ai un réseau complètement surdimensionné où je suis très optimiste et cetera. Il vaut mieux penser à aujourd'hui. Est-ce que ça a de la valeur aujourd'hui? Est-ce que je peux faire un flip comme tu dis aujourd'hui, oui ou non? Faire du pari sur l'avenir, c'est, s'encombrer avec plein de choses qu'au final on fera jamais. Donc je pense que je prendrais des thématiques, qui sont profitables maintenant, où il y a un par exemple, le casino aujourd'hui, tu prends aucun risque, tu prends un domaine de casino, tu vas le vendre. Heu Demain, probablement que le casino va être régulé, ça va être différent, ça ne vaudra plus rien, mais en tout cas aujourd'hui, ça vaut. Donc moi j'éviterais le long terme. Je penserais court terme, quelque chose que je fais très mal, mais en tout cas, c'est ce que je recommanderais. Penser au marché, pas faire d'anticipation, ça c'est une première chose. La deuxième chose, ne pas s'emballer parce que, les surtout quand on démarre, en fait, on est très optimiste et on a une image du marché qui est, très, différente de la réalité. Parce qu'en fait, ce que tu vois, c'est toujours les réussites, c'est toujours les ventes. Personne va faire un post en disant, «Mince, j'ai les douanes qui sont rentrées à 6 heures du matin chez moi, on m'a saisi les ordinateurs, j'ai les menottes et tout». Ça arrive. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on imagine que tout se vend très cher, que tout a beaucoup de valeur. Il faut être très conservateur. En vérité, par exemple, moi, j'ai 2 millions de domaines. Le premier que j'ai vendu, c'est le 12 janvier. Tu vois? Donc, et pendant 11 jours, j'en ai pas vendu. Alors j'en ai beaucoup. Quelqu'un qui a 50 domaines, il faut pas qu'il espère les vendre immédiatement. Donc, et même pour le SEO, quand on voit les gens qui se disent en vente de liens, on voit tous ceux qui publient leurs résultats sur Twitter, voilà, j'ai gagné 5 000 €, 10 000 €. C'est possible, hein, je les traite pas de menteurs, mais c'est pas représentatif du marché. Aujourd'hui, les gens en vente de liens, ils galèrent parce que l'offre est surabondante et si on n'est pas capable de proposer quelque chose de différent, on vendra 0 lien ou un lien ou en tout cas pas de quoi gagner 5 ou 10 000. Donc ce que je recommande, c'est d'être très conservateur, de ne pas dépenser plus que ce qu'on est certain de gagner et de pas imaginer en regardant ce que font les autres, parce qu'il y a toujours un contexte dans ce que font les autres et on oublie de mettre en rapport ce contexte. Donc ça, c'est les 2 points et le dernier, qui est le plus important pour moi, c'est, de se former avant de démarrer. C'est pas d'être for et ce qui nous rend fou, c'est que maintenant les gens sont formateurs avant de se former. C'est-à-dire que tu as, mon fils là qui a et le plus petit, il a 20 ans et il est déjà formateur, il sait tout alors qu'il doit se former si tu veux et il trouve des gens et il est malin, il a du bon marketing. Non, quoi. Forme-toi, sois pointu et ensuite, je dirais que, bah, on peut commencer à agir. Donc pour moi, la période la plus importante pour les domaines expirés, c'est comprendre l'écosystème, lire, passer des heures, poser des questions. Là, on a une vidéo, bah, poser des questions pour bien savoir où on met les pieds parce que, tout ça, c'est complexe. En fait, c'est facile une fois que tu connais, mais c'est très différent de l'image que le cerveau se forme et par, les ventes qu'on a vues formidables ou par, les posts, «Tiens, regarde la courbe incroyable». C'est pas ça du tout notre marché. On est sur des secteurs difficiles où on a l'avantage d'être libre, on n'a pas de patron pour nous emmerder, mais la monétisation dans nos métiers, elle est très difficile. Elle est très difficile. Il faut être, hors norme pour arriver à en vivre correctement ou menteur, voleur, ça c'est autre chose, hein. Ça, c'est très facile si on est un bandit. Dans nos métiers, dans le digital, c'est facile. Mais si on veut travailler proprement, c'est quand même des métiers difficiles, donc il faut se former, il faut travailler. Je suis bavard, hein, désolé, hein. Et pour se former, il faut vous abonner à cette chaîne YouTube parce que je fais une vidéo par semaine sur les sujets du SEO et du GEO. Si vous voulez aller plus loin, donc on en a parlé, il y a le PDF que vous pouvez télécharger gratuitement que j'ai mis en description. Vous aurez, aussi plein de liens pour, bah, retrouver David. Où est-ce que c'est le mieux? Enfin, tu m'enverras tout ce qu'il faut, mais où est-ce que c'est le mieux pour te retrouver?
Alors en fait, moi pareil, je suis pas, comment dire, je suis actif mais très désordonné, tu vois? J'ai pas de stratégie. Donc du coup, quand j'ai une info qui est intéressante, bah, je la publie. Par exemple, j'ai une petite newsletter où je vais, bah, voilà, donner des infos qui me semblent utiles. Je pense que je vais revenir sur la vidéo, tu sais, comme toi YouTube, parce que je me rends compte que, en fait, ça laisse beaucoup plus de traces et ça permet de créer des liens, tu vois? Un tweet, bah, tu as des métriques, mais c'est parti le lendemain. Et moi j'aime bien alors le long terme, il me reste plus beaucoup de long terme, mais j'aime bien ce côté, vidéo. Donc je pense que j'ai une chaîne YouTube qui est pas très active, pas comme la tienne, mais voilà, X, un peu LinkedIn où je le fais par la force des choses. Je me suis dit en 2026, je vais faire une publication par jour. Voilà pour, alors tu sais, publication aujourd'hui par exemple, c'est juste parler d'un webinaire sympa que j'ai vu, que l'AFNIC organise, tu vois? C'est pas des publications, inspirationnelles ni rien, c'est essayer de donner des infos, partager des infos qui me semblent utiles. Mais voilà, donc par contre, je pense que je suis pas spécialement intéressant. C'est plus le comment dire? L'écosystème des noms de domaine dans lequel, tu vois, il y a plein d'acteurs, il y a plein de gens nouveaux et tout, donc voilà. C'est à découvrir. Si on veut faire du SEO, c'est très complémentaire. Le Caline dont je te parlais, qui est le meilleur, en tout cas le plus gros acteur, qui est dans tous les grandes confs et cetera, qui est la guest star, il a les 2 casquettes et quand on a la casquette, SEO et connaître les registres, les registrars. Lui, il va dans tous les événements, il est registrard dans plein de pays, et cetera. Là, c'est jackpot. C'est très complémentaire les 2. Donc c'est un effort à faire, mais ça vaut le coup. Ouais, tu dur avec toi. Je pense que ceux qui nous écoutent et qui ont fait l'effort de rester jusque-là ont appris plein de choses Personne. Mmh. et voilà, tu rigoles, tu rigoles. Hem, merci beaucoup, bah, pour, ton temps, pour, ce partage. Merci à vous d'être encore là. Vous avez tous les liens en description pour, bah, aller télécharger le e-book, pour aller tester Serpentix, pour retrouver David. Bref et surtout, bah, on l'a dit tout à l'heure, mais abonnez-vous à la chaîne. C'est comme ça que ça me motive à faire, bah, une vidéo par semaine, soit, pour vous partager un sujet sur le SEO, soit en invitant un invité, bah, de qualité, comme on a eu la chance de l'avoir aujourd'hui et comme il y en a eu plein d'autres sur la chaîne. J'ai encore plein de questions pour toi, David. On pourrait durer encore toute la journée, mais on va le faire par partie. Peut-être qu'il y aura une suite, mais dites-nous en commentaire, bah, si vous avez des questions, ce que vous avez trouvé particulièrement intéressant, et puis bah, avec David, on pourra répondre à tout ça. Vous pourrez répondre entre vous. C'est là que ça vit et c'est ça qui pousse aussi la vidéo pour que vos confrères SEO puissent la découvrir. Merci à vous, merci David. Merci à Boris, super sympa et voilà et à très bientôt donc pour une suite avec plaisir si elle a lieu. Elle est trop chouette. Très bonne journée, à la semaine prochaine.